Le bien-être des animaux d'élevage est un sujet qui nous concerne tous. Cela nous concerne non seulement notre santé, mais aussi l'avenir de notre planète. Dans les élevages industriels et intensifs, les animaux sont réifiés et sont parfois broyés. Ils sont pris dans des conditions de densité telles que le dévoilement de vidéos de ces élevages choque les Français, choque l'opinion publique, au point que 85% des Français veulent interdire aujourd'hui l'élevage industriel. Et pourtant, dans le même temps, les Français consomment beaucoup d'animaux. Il y a 3 millions d'animaux terrestres qui sont tués dans les abattoirs chaque année pour la consommation des Français. Donc on voit que cette question est pleine d'équivoques et parfois de contradictions. L'élevage industriel a des enjeux multidimensionnels, sanitaires, environnementaux, économiques et éthiques. Et au cours de cette table ronde, qui prendra la forme d'un échange avec chacun de nos invités, nous essaierons progressivement de déplier ces dimensions. Nous essaierons, à partir d'expertises et d'horizons différents, de voir ce qui, dans le traitement actuel des animaux d'élevage, interroge nos actions et met en jeu notre humanité. Nous verrons comment des personnes d'origines diverses, chefs d'entreprise, fondateurs d'associations, spécialistes de l'alimentation végétale et avocats, agissent avec leurs points communs et avec leurs divergences pour améliorer la condition des animaux élevés pour leur chair. Nous avons 5 invités aujourd'hui. Caroline Lanty, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous avez prêté serment en 2005 et vous travaillez quotidiennement pour dénoncer la maltraitance animale dans les élevages et abattoirs devant les tribunaux. Vous êtes ancienne présidente de la SPA et vous avez publié Le scandale animal business en 2009. Louis Schweitzer, bonjour. Bonjour. Nous vous connaissons comme un grand patron à la tête de Renault. Depuis 2012, vous êtes président de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Et vous avez publié en 2020 « Faut-il arrêter de manger de la viande ?» Sébastien Arsac, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des cofondateurs de l'association de protection des animaux, L214, qui est spécialisée dans des animaux d'élevage, et vous êtes directeur d'enquête de cette association qui publie plusieurs livres au nom collectif. Sébastien Demange, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la question de la santé et de l'alimentation végétale et vous participez au sein de plusieurs associations pour accompagner une transition vers une alimentation plus végétale. Et vous êtes membre également du conseil scientifique et de l'observation nationale de l'alimentation végétale. Alors avant d'aborder le fond du débat, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur nos invités, leurs activités et leur parcours. Alors, Monsieur Schweitzer, rebonjour du coup. Alors, question basique, mais il faut commencer par ça. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager pour les animaux? Qu'est-ce qui a fait naître en vous cette sensibilité pour les animaux? Bon, il y avait peut-être au départ un atavisme familial. Dans ma famille, aussi loin que je remonte, il n'y a que des gens qui sont pour les animaux. Et quelquefois dans la vie, une opportunité se présente. Au fond, on a des convictions, mais la capacité d'agir concrètement pour ces convictions, on l'obtient ou on ne l'obtient pas. Dans mon cas, elle est venue de l'offre de la Fondation Droit Animal de devenir le successeur de son fondateur. Donc c'est une fondation réformiste et légaliste, mais très active pour améliorer la condition de tous les animaux. Les animaux sauvages en liberté, les animaux sauvages en captivité, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie et les animaux d'expérimentation. Et bien dans ce cadre, j'essaye d'utiliser les capacités que je peux avoir. Et aussi, j'ai un souci, c'est que, au fond, quand je regarde la situation, je vois que les associations animalistes ont une faiblesse vis-à-vis des lobbies adverses qui sont puissants, c'est qu'elles ne travaillent pas assez ensemble. Et donc, mon second souci, en dehors de la LFDA, c'est effectivement de faire en sorte que l'action des associations qui défendent les animaux soit cohérente et que leur principale préoccupation soit d'agir sur ceux qui ne partagent pas leur manière de voir ou qui sont indifférents et laissent faire. Et justement, d'ailleurs,
Moi, j'avais une question à propos de votre milieu. Alors, vous êtes un grand homme d'affaires, enfin, vous avez fait, et vous faites partie d'un milieu où, en tout cas, a priori, on peut se dire, de loin, peut-être en se trompant d'ailleurs, que la considération pour les animaux est quelque chose d'assez secondaire, d'assez peu sérieux. Peut-être que je me trompe complètement. Et en fait, je me demandais quand, dans ce cadre-là, quand on est patron de Renault, quand on est dans ces circonstances-là, comment est-ce qu'on peut faire pour diffuser un petit peu de considération pour les animaux? On peut pas jouer aux militants avec des gens qui ne sont pas militants, on aura un peu l'impression d'être une sorte de savant cosinus dans ces circonstances. Comment est-ce que vous faites dans ce cadre-là? Bon, c'est vrai que d'une certaine façon, cela a été un atout que je ne sois pas perçu à l'évidence comme un défenseur des animaux. Mais ne croyez pas que je ne sois pas militant. Donc je suis militant. Et j'essaye, je le redis, d'utiliser au fond le réseau de relations que je peux avoir, le fait que les gens acceptent de me voir pour défendre la cause animale. Et ceci a conduit à ce que je puisse faire entendre ma voix plus facilement peut-être que d'autres. Cela dit, vous dites « je fais erreur peut-être ». Oui, vous faites erreur, mais c'est une erreur très partagée. Au fond, nous faisons des sondages comme toutes les associations et on voit dans ces sondages que, premièrement, à peu près 90% des Français déclarent qu'ils souhaitent une amélioration de la condition des animaux, de tous les animaux. Et deuxièmement, qu'une proportion presque égale des Français considèrent que c'est un sujet important. Alors que les politiques, disons très souvent, considèrent que les chasseurs, c'est un lobby important, mais que les défenseurs des animaux, bon, ce n'est pas grave. La vérité aujourd'hui, c'est que la situation est inverse et que le monde politique ne l'a pas tout à fait réalisé. C'est-à-dire qu'ils sont encore sur une vision d'il y a une cinquantaine d'années, si je puis dire, où il y avait beaucoup de chasseurs et peu d'amis engagés des animaux. Et aujourd'hui, la situation est inverse. Je suis content de m'être trompé, mais enfin, je le supposais presque. Vous êtes en très bonne compagnie dans votre erreur. Pour se tromper. Madame Lanty, Maître Lanty. Alors, j'aurais une première question de l'ordre sur l'ampleur en fait, de votre activité pour la cause animale. Quels sont vos clients en droit animal à part L214 Est-ce que vous avez des dossiers en cours en matière de bien-être animal qui sont intéressants à mentionner? Alors effectivement, l'association L214, je travaille avec elle depuis sa création en 2008. Elle m'avait fait un peu cet honneur de l'accompagner depuis sa création. Comme vous l'avez indiqué, moi j'étais présidente de la SPA et je trouvais que l'association s'intéressait beaucoup aux animaux de compagnie et finalement peu aux animaux de consommation qui correspondent de par leur volume et de par l'ampleur des animaux concernés. Vous parliez tout à l'heure de 3 millions d'animaux par jour qui sont tués dans les abattoirs, un sujet qui n'était insuffisamment, à mon sens, pris en compte par les associations, qui étaient ou sur les animaux sauvages, ou sur les animaux domestiques, ou sur des secteurs plus catégoriels de l'anticorrida ou de l'expérimentation animale, mais qui ne concernaient pas les animaux d'élevage. Et donc j'accompagne effectivement l'association L214. Je travaille également avec d'autres associations, que ce soit la Fondation 30 millions d'amis, que ce soit l'Alliance Anticorrida, que ce soit des petites associations aussi qui ont besoin d'un soutien juridique face aux accusations dont elles peuvent faire l'objet ou face aux situations de maltraitance animale qu'elles constatent au quotidien. Il y a un besoin de conseils juridiques, il y a un besoin d'assistance, il y a un besoin de présence chez des associations de toute taille. Et effectivement, l'activité du cabinet est aujourd'hui orientée aux 2/3 en faveur de la défense ou des associations ou des militants ou même d'entreprises, par exemple, qui souhaitent investir sur la question de la viande végétale et qui en sont un peu empêchées en raison des procédures qui sont lancées contre elles par des entités de la viande, finalement. Voilà, donc c'est un panel très large autour de la protection animale, mais qui se diversifie par l'ampleur des personnes qui peuvent avoir besoin d'un avocat sur des sujets très variés. Et en fait, j'ai une question en plus, de l'ordre de l'espace juridique en fait, sur lequel vous évoluez, parce que le droit animalier, c'est pas un droit en soi,
c'est un droit qui emprunte, il y a du droit de l'environnement, il y a du droit commercial, du droit pénal. En fait, est-ce que le fait d'être l'avocate de plusieurs associations défendant les animaux, il y a quand même une sorte de cohérence juridique derrière, ou est-ce que vous devez vous spécialiser en fait dans énormément de spécialités différentes? Non, il y a un côté couteau suisse un peu, parce que ça touche évidemment au droit pénal, au droit rural, au droit commercial, au droit de la communication, au droit de l'expression, au droit de la responsabilité. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Donc c'est effectivement un secteur un peu touche-à-tout qui met en jeu de nombreuses normes juridiques qu'il faut défendre ou au contraire combattre selon le côté où on se situe. C'est effectivement très varié de ce point de vue-là et toutes les thématiques du droit sont touchées par les questions, encore une fois, de la protection animale, que ce soit les maltraitances, que ce soit le droit commercial, que ce soit la capacité à s'exprimer, à diffuser, à dire certaines choses, à ne pas les dire, à recueillir les éléments pour dénoncer des situations. Tout ça fait appel à des concepts juridiques assez variés et c'est finalement la diversité qui fait toute la richesse de cette activité, avec le point commun de l'animal, mais sur une activité très diverse. Monsieur Arsac, est-ce que vous constatez une prise de conscience dans le monde politique depuis en fait K214 est né et même avant Stop Gavage, et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous collaborez en fait avec les médias pour sensibiliser l'opinion publique sur cette question? Effectivement, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui, au niveau de la question la question animale est devenue un sujet d'intérêt pour le monde politique aussi, enfin qui s'y intéresse, j'ai envie de dire. Il y a une dizaine d'années, je me souviens, Yves Cochet à l'Assemblée nationale, qui était député Europe Écologie, qui se battait pour essayer de faire venir l'alternative végétarienne dans les cantines scolaires et qui était vraiment moqué sur les rangs de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des lois qui sont discutées de façon tout à fait sérieuse. Et là encore récemment, la question de la corrida est venue dans une niche parlementaire, le texte numéro 2 de la France Insoumise. Donc on voit vraiment qu'il y a aujourd'hui un intérêt pour cette question et des avancées et une question qui est vraiment prise au sérieux. Et comme le rappelait M. Schweitzer, les Français attendent aujourd'hui des politiques, des prises de position, des évolutions sur les animaux d'élevage. Quand on fait des sondages, effectivement, on a entre 8 et 9 Français sur 10 qui sont favorables à l'interdiction de l'élevage intensif. Par exemple, que ce soit les poules en cage, les truies dans les stalles, etc. Nous, on suit l'évolution justement de ces prises de position. On a créé, au moment des élections 2012, à l'élection présidentielle, un site internet qui s'appelle Politique et Animaux, qui nous permet de suivre justement l'évolution de ces prises de position. On a plus de 8000 articles aujourd'hui qui peuvent être des prises de position dans les médias, qui peuvent être des questions écrites, des questions, des votes. Et on constate que sur les différents thèmes, effectivement, on a de plus en plus d'engagement des politiques. De notre côté, pour, on va dire, encourager cette mobilisation, parce qu'il faut bien voir aussi que même si, au niveau démocratique, l'Assemblée nationale devrait se faire la voix des animaux, clairement. Si on était dans une représentation réelle de la population française, on voit qu'il y a aussi des forces contraires, des lobbies très puissants. Je pense notamment au lobby de la FNSEA, qui va défendre un modèle agricole très productiviste. Et on se retrouve aujourd'hui face à des mouvements politiques qui sont depuis longtemps historiquement installés et qui ont des relais politiques qui sont très très forts. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est essentiellement de diffuser, donner de l'information sur les pratiques d'élevage, de transport et d'abattage des animaux. Ça peut être à partir des couvoirs jusqu'à l'abattage, et simplement montrer la réalité des élevages d'animaux provoque généralement un choc dans l'opinion publique et beaucoup de citoyens qui vont interpeller leur politique. Et dans le rapport aux autres entreprises, est-ce que vous êtes, avec K214, craint? Est-ce qu'ils vous évitent? Est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce que vous êtes en position de négocier, en fait, avec vos vidéos? On se fait le relais, en fait. C'est parce qu'on se fait le relais d'une opinion publique qui, elle, est très sensible à cette question des animaux. Donc on essaye effectivement de donner des outils, puisque comme la voix des chasseurs est effectivement très importante, mais la voix des gens qui sont soucieux de la question des animaux, de leur vie, de leur transport, de leur mort, elle est aussi entièrement majoritaire. Donc ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est effectivement unifier et donner des outils pour que cette voix-là soit entendue.
Et à partir de là, on a vraiment des avancées qu'on n'avait pas eues il y a 10-15 ans. Une volonté d'unifier qui est commune. Monsieur Demange. Bonjour. Est-ce que vous voyez, donc vous êtes spécialiste en alimentation végétale, est-ce que vous voyez un lien entre globalement la prise de conscience des Français qui vivent sur bonne partie de 2014, pas que cette année-là, et la transcription dans la réalité de leur alimentation? Alors ce qu'on observe en fait au niveau des consommations, alors ça va être une diminution effectivement, consommation globale de viande, mais notamment en ce qui concerne en fait les viandes rouges, vache, bœuf, dont la consommation va diminuer, mais finalement on voit quand même aussi une augmentation de la consommation de volaille. Et en fait, ce qui montre un petit peu un petit paradoxe, on va dire, c'est-à-dire un décalage entre effectivement une bonne volonté qui serait de diminuer sa consommation de viande et de vouloir du bien-être animal, mais finalement les bonnes pratiques qui ne suivent pas parce que en consommant plus de volailles, ça concerne plus d'animaux finalement si on compte par individu, par tête, on va dire par animaux. Et du coup, il y a toujours un peu ce petit décalage où on a l'impression qu'on ne prend pas forcément conscience que la viande qu'on mange, elle vient des animaux. C'est comme s'il manquait une étape un petit peu dans le cheminement. C'est comme si il y avait vraiment une distinction entre la viande rouge et en fait les autres animaux. En fait, la viande rouge, vraiment, il y a des appels au niveau notamment de l'OMS et des organisations de santé pour diminuer la consommation de viande rouge pour des questions santé. Donc ça a été bien entendu par le grand public. Mais finalement, on voit qu'il y a un report quand même sur l'alimentation en termes de volaille. Nous allons maintenant passer à la question des animaux d'élevage. Quelles sont les situations de l'élevage français? Quelles sont les problématiques en termes du bien-être animal de l'environnement? Oui, Schweitzer, depuis 2015, dans le Code civil français, l'animal est reconnu comme un être vivant doué de sensibilité, tandis qu'en France, plus de 80% des animaux de rente sont élevés de manière intensive. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'élevage intensif et quelles sont les problématiques de ce mode d'élevage en termes du bien-être animal? D'abord, je voudrais rappeler que la Fondation Droit Animal est de longue date à militer pour l'introduction de cette nouvelle conception de l'animal dans le Code civil et qu'on est à l'initiative de la première proposition faite en ce sens et qu'on se réjouit de cela. Alors, le mot d'élevage intensif est un tout petit peu équivoque et n'est pas vraiment défini. On parle aussi d'un élevage industriel et au contraire d'un élevage fermier. L'élevage fermier, c'est l'élevage que tout le monde a vu dans les livres et qui rappelle des souvenirs d'enfance, qui apparaît aussi dans les publicités des producteurs, c'est-à-dire la vache est dans le pré, broute, elle a à ses côtés son veau qui est auprès d'elle. Bref, une image de bonheur commun, si je puis dire, de l'animal d'élevage et de l'homme. L'élevage industriel, au contraire, c'est un élevage qui se fixe comme objectif le coût minimal du kilogramme de viande produite, ou du litre de lait produit, ou de l'œuf produit. Bref, c'est comme tous les processus industriels, un processus qui a pour objet de réduire les coûts. Comment réduit-on les coûts ? D'abord en sélectionnant des espèces qui grandissent vite ou qui produisent beaucoup. Et on le sait, cette sélection d'espèces peut avoir des conséquences néfastes pour les animaux. Je prends un exemple, c'est les poulets. La croissance des poulets moyenne en France est 3 fois plus rapide que ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans. Le poulet industriel vit 27 jours. Le fait qu'il ait cette croissance rapide veut dire qu'il a des os fragiles, qu'il a des maladies, qu'il a des boiteries, bref, que non seulement il vit peu, mais il vit mal. Ensuite, c'est d'avoir une alimentation des animaux qui ne soit pas nécessairement celle à laquelle ils sont accoutumés, on rend des vaches mangeuses de viande, mais qui a l'impact le plus rapide, le plus fort sur l'engraissement. Là aussi, la condition de l'animal n'est pas prise en compte. Et puis, troisième point, et c'est celui qui frappe le plus, c'est que les animaux sont enfermés. Enfermés dans des bâtiments ou enfermés dans des cages.
Et quand ils sont enfermés dans des bâtiments, ils le sont avec des surfaces. On dit souvent qu'un poulet de chair dans un bâtiment a une surface qui est de l'ordre de grandeur de cette feuille de papier. Bon, nous nous imaginons nous-mêmes, sans faire de l'anthropomorphisme, enfermés dans un espace si serré avec tant de gens tout au long de sa vie, ça rend fou, ça rend insupportable. Et d'ailleurs, ça conduit des animaux qui ne sont pas agressifs à s'attaquer entre eux. Et de ce fait, on coupe la queue des cochons parce qu'autrement ils se la mangent, on coupe ou on ébec des poules parce qu'autrement elles se piqueraient. Bref, au fond, on a un système qui ne prend aucun intérêt pour la condition des animaux. Alors, une fois que j'ai fait ce tableau, et je pense que nos amis de 214 l'ont abondamment illustré, je n'ai pas parlé du transport et de l'abattage, et il y aurait beaucoup à dire, mais là on parle de l'élevage. Au-delà de ça, il y a deux remarques que je voudrais faire. La première, c'est que la France a un élevage beaucoup moins intensif, beaucoup moins industriel que la plupart des autres pays concurrents. Quand on regarde aux Pays-Bas, quand on regarde en Allemagne, l'élevage industriel à très grande échelle, avec beaucoup d'animaux dans un seul lieu, est plus répandu qu'en France. Et cela rend les prix, la compétitivité en termes de commerce extérieur français, plus faible. Le second point, c'est que un produit, un poulet, et ça, mais c'est vrai de n'importe quel autre animal, un poulet qui a été élevé dans des conditions satisfaisantes, avec une croissance normale, parce qu'il appartient à une espèce qui n'a pas été à ce point trafiquée, avec un espace intérieur et un espace extérieur satisfaisant, avec une alimentation correcte, est un poulet qui coûte 2 à 3 fois plus cher à produire qu'un poulet industriel du type de celui que j'évoquais. Et donc, il y a un équilibre et une difficulté. Parce que si on dit, en France, on va sévériser les normes, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va substituer aux produits français des produits venant d'autres pays. Pour prendre un exemple concret, les 2 tiers des œufs que vous achetez en coquille sont fabriqués en France. Les 2 tiers des œufs qui sont utilisés dans des produits transformés sont importés. Et je pourrais dire, il n'y a aucun cas où le premier prix qui est vendu dans un magasin français est un produit français, du fait de cette non-industrialisation. Donc, désindustrialiser la France seule, c'est très difficile. Désindustrialiser l'Europe, c'est déjà plus logique. Mais on a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'il y a une série de pays européens qui sont beaucoup moins avancés dans la prise de conscience politique de la condition animale. Et le second point, c'est que les niveaux de vie sont plus ou moins élevés et que l'importance du premier prix est plus importante dans d'autres pays. Et puis, enfin, l'Europe a des frontières ouvertes. Et donc, je pense par exemple à l'accord avec le Mercosur, on peut faire des exigences chez nous, mais on importe des produits qui ne respectent aucune des règles que nous nous imposons et on ne voit pas de pression pour imposer à nos frontières des règles rigoureuses. Donc, on a une vraie difficulté. D'autant que, je le dirais en finissant, les éleveurs ne sont pas des grands capitalistes. Je vais pas mal dans des élevages du fait de mon métier, pas dans les mêmes conditions que L214, je suis accueilli par les éleveurs. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas riches et que si vous voulez faire fortune en France, c'est pas en vous lançant dans l'élevage. Et donc, il faut trouver un moyen de progresser sans tuer l'agriculture française. Maître Lanty, pouvez-vous nous expliquer la situation des cochons en élevage intensif en France, plus approfondie? Alors, la situation des cochons, le cochon, c'est probablement l'un des animaux qui subit les conditions d'élevage les plus délétères, les plus contraires à ses besoins essentiels, puisqu'on a près de
entre 95 et 98% de l'élevage français qui est de l'élevage totalement intensif ou industriel. On peut discuter sur la terminologie. Ce qui est certain, c'est que on contraint l'animal à ses conditions d'élevage, on oblige l'animal à s'adapter à ses conditions d'élevage sans jamais prendre en compte ses besoins physiologiques essentiels. Donc on a effectivement des mères qui sont obligées de mettre bas de façon contrainte dans un espace où elles ne peuvent ni se retourner, ni avoir accès à leur bébé. On nous dit qu'on fait ça pour éviter l'écrasement des porcelets au moment de la mise bas. On s'aperçoit également que lorsque les mamans truies ont de l'espace pour se faire, il n'y a pas plus d'écrasement. Il y a des études qui ont été conduites là-dessus. Donc c'est vraiment l'argument principal, et c'est ce que disait M. Schweitzer, c'est d'avoir des coûts de production très faibles pour sortir un prix de viande et également très faible. Et pour sortir un prix de viande très faible, il faut avoir une production maximum des porcelets, une absence de décès des porcelets en élevage, évidemment une reproduction effrénée des femelles de petits porcelets, un temps d'engraissement lui également très court pour ensuite envoyer ces animaux à l'abattoir. Et parce que ces animaux sont contraints à leur environnement, parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leurs besoins naturels de fouiner, de chercher, de se cacher, de se reposer même, puisqu'ils sont dans des box quand ils sont à l'engraissement, ils sont dans des box qui sont ce qu'on appelle sur des caillebotis, qui sont là pour que les fientes finalement puissent passer. Souvent d'ailleurs elles ne passent pas, donc ils pataugent dans un environnement qui est très douloureux pour leur peau d'ailleurs très fine. Et on a ces animaux qui ont une croissance très rapide, des conditions de vie très difficiles, et dans la mesure où ils vivent ensemble, et c'est ce que disait là aussi M. Schweitzer, il y a des combats qui existent entre les animaux et qui contraignent les éleveurs à leur meuler les coins, à leur meuler les dents, à leur couper les queues pour éviter qu'ils se les mordillent. Et on s'aperçoit que n'ayant plus les queues à mordiller, c'est pas grave, ils s'attaquent quand même aux oreilles de leurs congénères, et on a régulièrement dans les élevages des animaux qui ont ou pas d'oreilles ou des oreilles totalement boursouflées et mordillées. Et à l'issue de ce temps très court d'élevage pour les porcelets à l'engraissement, ils partent effectivement pour l'abattoir. Donc la situation des porcelets en France ne connaît pas finalement, contrairement à d'autres espèces, des systèmes plus extensifs d'élevage, ou en tout cas très à la marge. Et c'est effectivement une situation qui est très compliquée, très douloureuse pour ces animaux, qui partagent d'ailleurs une proximité génétique avec l'être humain, une réelle proximité génétique, une réelle sensibilité, de réelles capacités d'ailleurs cognitives qui ne sont plus à démontrer, puisqu'il y a eu de nombreuses études sur ce sujet-là. Et c'est un enfermement très douloureux pour l'animal, et qui ne connaît finalement aucune adaptabilité satisfaisante pour prendre un tant soit peu en compte ses besoins physiologiques et ses caractéristiques d'être sensible. Bon, du coup, M. Schweitzer a beaucoup aussi parlé des poules et des poulets, mais si vous voulez dire quelques mots en plus, M. Arsac ou... Les poulets, ce sont de loin les animaux terrestres qui sont les plus exploités, que ce soit en France et même à l'échelle mondiale. En France, on a plus de 800 millions, presque 900 millions aujourd'hui, parce qu'il y a une croissance effectivement de la consommation de viande de poulet. C'est un élevage qui est en plus effectivement très intensif, parce qu'on a à peu près 83%. Enfin, si on prend comme définition de l'élevage intensif des animaux qui n'ont pas accès à l'extérieur, on a plus de 80% des poulets qui sont élevés dans ces conditions-là. Effectivement, on a des problèmes qui sont liés à la vitesse de croissance, et notamment ce fameux poulet 308 de la star des poulets d'élevage standard développé par Aviagen, qui est une société qui s'est vraiment focalisée sur la croissance musculaire, parce que c'est ça qui nous intéresse dans le poulet. Et on a ces poulets qui, donc, quand on arrive en fin d'élevage, qui peuvent être à 32 jours, 35 jours, voilà, 35 jours en moyenne, on va dire, on n'arrive plus à voir le sol, il est absolument recouvert de poulets. Il faut voir, dans un bâtiment, on a à peu près entre 20 et 40 000 poulets qui sont entassés dans ces bâtiments-là. Au niveau de la réglementation, aujourd'hui, on parle en kilos par mètre carré.
Donc aujourd'hui, on peut aller avec des dérogations jusqu'à 42 kg par mètre carré. Donc en fonction du poids des poulets, effectivement, on peut être sur des densités de 22 poulets sur un seul mètre carré. Et en France, on a... alors la réglementation, elle est établie au niveau européen. Et la France a décidé d'aller au maximum des densités d'élevage. Donc en fait, sur la question de l'élevage des poulets, on est un des pires pays de l'Union européenne, en vérité. Plus de la moitié des poulets qui sont élevés en élevage intensif à ces densités-là de 42 kg par mètre carré le sont en France. Il y a des pays au niveau de l'Union européenne qui ont décidé de ne pas monter au-dessus de 33 kg par mètre carré. Et donc on voit que, suivant les études scientifiques, on peut arriver jusqu'à 30% de poulets qui souffrent d'anomalies aux pattes, tout simplement. Parce que effectivement la litière n'est pas changée, donc ce sont des poulets qui ont du mal à se déplacer, donc qui vont rester couchés sur cette litière sale la plupart du temps, sauf pour aller se déplacer, pour aller s'abreuver ou s'alimenter. Et on a donc, on voit bien sur nos images, beaucoup de boiteries, mais on a même parfois des poulets qui n'arrivent plus tout simplement à atteindre, parce qu'on le voit sur les images ici, à atteindre les coupelles d'abreuvement, tout simplement qui sont relevées au fur et à mesure pour faire marcher le poulet, mais si un poulet n'a pas pu s'abreuver, qu'il est trop petit, il va mourir de faim et de soif dans ces élevages-là. Et puis après, on a l'étape du ramassage des poulets qui peut se faire, alors quand vous avez des poulets qui sont déjà très fragiles au niveau de l'ossature, qui vont être attrapés de façon très violente, soit par des ramasseurs à la main, soit par ce qu'on appelle une moissonneuse à poulets, et qui sont chargés dans des caisses de transport, entassés les uns sur les autres. On a des mortalités qui peuvent atteindre 3% dans un élevage, sachant que c'est 3% sur un mois. Donc c'est quand même colossal en termes de mortalité. Donc les poulets, on va dire que c'est un peu la priorité, si on voulait améliorer les conditions d'élevage, si on regarde le nombre d'individus, en tout cas, qui sont concernés, et les conditions d'élevage, c'est l'élevage qu'il faudrait faire évoluer en priorité. Surtout que M. Demant disait que justement il y avait un report de la consommation vers davantage de poulet. Oui, parce que c'est une protéine qui est pas chère, et qui du coup, beaucoup de gens se retournent sur la viande de poulet. En France, presque tous les lapins élevés pour la viande sont élevés de manière intensive. Maître Lantier, est-ce qu'il y a des réglementations en matière d'élevage de lapins ? Non, on n'a pas de réglementation spécifique sur la question du lapin. Il faut savoir qu'on a une réglementation générale pour les animaux d'élevage, donc en élevage, en transport ou en abattage. Et ensuite, certains animaux bénéficient d'une réglementation sectorielle. C'est le cas des cochons, c'est le cas des poules, mais ce n'est pas le cas des lapins qui sont encore... Alors eux, la proportion est encore plus significative et importante que pour les cochons. On a 99% d'élevage, ce qu'on appelle l'élevage cunicole, dans les cages que vous voyez là. Ce sont des cages où le lapin va passer l'entièreté de sa vie, la mise bas va se faire là. Vous voyez également que sur le sol qui est complètement grillagé et ajouré, la mise bas se fait également dans ce type de cage. Donc vous vous doutez bien que les petits lapros de quelques centimètres au moment de leur naissance se retrouvent coincés dans le fond de cette cage, ce qui provoque des mortalités très importantes et probablement l'une des plus importantes en élevage, c'est la mortalité des lapros que l'on observe. C'est des animaux qui, là encore, n'ont pas d'accès à l'extérieur, à peine la possibilité, ou d'ailleurs pas la possibilité de se tenir debout, pas la possibilité de sauter, pas la possibilité de gratter, pas la possibilité de se cacher. Donc on a sur ces élevages de lapins, finalement l'image de ce que l'élevage aujourd'hui impose systématiquement aux animaux sur une production qui est très intensive, qui est très nombreuse s'agissant des lapins et qui ne respecte aucunement leurs besoins physiologiques. Et ça fait partie des questions qu'on se pose d'ailleurs parce que la législation française, elle fait mention en préambule de l'obligation de ne pas commettre de mauvais traitements sur les animaux d'élevage. C'est le grand principe, c'est vous pouvez faire de l'élevage, mais vous ne devez pas les maltraiter. Et les maltraitances, c'est des actes positifs, évidemment, c'est le fait de taper sur un animal, mais c'est effectivement des abstentions, qui est le fait de ne pas procurer aux animaux l'essentiel de l'alimentation, de l'abreuvement et des soins et des conditions d'hébergement que leur qualité d'être sensible et leur espèce requièrent. Et ça, finalement, particulièrement dans l'élevage de lapins, mais c'était le cas aussi pour les cochons tout à l'heure, on a une frontière totalement étanche entre les grands principes
qui devrait gouverner la conduite d'un élevage et la réalité de la réglementation qui tolère finalement des pratiques particulièrement douloureuses et qui rendent de fait les condamnations difficiles devant les juridictions. On a vu beaucoup d'élevages, l'élevage de lapins, l'élevage de cochons, l'élevage de poules. On va passer rapidement, on a plus beaucoup de temps, sur la question des transports d'animaux. Bon, je pose la question à vous, Madame Lanty, mais ensuite, vous pourrez ajouter des éléments à Monsieur Schweitzer et Monsieur Arsac. Madame Lanty, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est la réglementation en matière de transport et quelle est la situation actuelle et en quoi les transports sont vraiment un enjeu pour les animaux, à moins que vous vouliez passer la main. Non, en fait, la question de la réglementation des transports, elle est particulièrement volumineuse, elle concerne les durées de transport, les trajets également, la longueur des trajets, mais c'est surtout, comme beaucoup de réglementations, une réglementation qui est foisonnante, qui est particulièrement technique et qui fait l'objet d'un manque de contrôle. On s'aperçoit que les personnes qui sont chargées du contrôle de la réglementation sur les transports, souvent ne connaissent pas bien cette réglementation. Ils ne sont pas nombreux. Voilà, et ils sont surtout très peu nombreux pour l'appliquer, alors que le transport des animaux concerne en unité animale, finalement, de nombreux animaux, puisque tous les animaux sont transportés, tous les animaux requièrent que ces dispositions soient respectées, et on s'aperçoit que là encore, pour des questions de coût, il est important de pouvoir transporter le plus grand nombre d'animaux possible sur un temps, alors le plus long ou le plus court possible, mais en tout cas sans respecter les exigences de cette réglementation, et que les transporteurs ont souvent beau jeu, par l'absence de contrôle et par le manque de moyens des services de contrôle, notamment en France, mais c'est le cas dans l'ensemble des pays européens. Les associations souvent travaillent à essayer de former les services de contrôle pour leur expliquer les points sur lesquels ils doivent être particulièrement vigilants, les animaux qui sont, les femelles qui sont gestantes, les animaux qui sont blessés, les animaux dont les pathologies les rendraient normalement intransportables, mais qui sont quand même transportés et que les agriculteurs font rentrer dans les bétaillères. Donc il y a toute cette réglementation qui est très technique, qui est très importante, mais qui est surtout peu contrôlée, comme l'ensemble de la réglementation, par un manque de moyens. Et c'est ce sur quoi il faut insister, c'est-à-dire qu'il ne faut pas créer de la norme systématiquement, il faut mettre les personnes en capacité de contrôle, d'avoir les connaissances pour ce faire, le nombre suffisant pour ce faire, et c'est d'ailleurs l'une des revendications des syndicats des services de contrôle, de dire nous ne sommes pas suffisamment nombreux, nous ne sommes pas suffisamment formés pour mener la mission qui est la nôtre de contrôle des animaux lors des transports. Je voudrais ajouter une chose à tout ce qu'a dit excellemment Caroline Lanty. Il y a un type de transport qu'il faut absolument interdire, et ça c'est une affaire de réglementation, c'est le transport d'animaux vivants à destination de pays hors de la communauté. Ces transports, le plus souvent par bateau, sont scandaleux, et on voit aussi, dans d'autres domaines on pourrait en parler, qu'ils ont comme conséquence qu'ils empêchent d'exiger des règles d'abattage correctes en Europe parce que la concurrence de ces pays est première. Donc, il y a vraiment un sujet où une réglementation est nécessaire, c'est interdire le transport d'animaux vivants vers des pays extracommunautaires. Alors donc, comme nous l'avons vu, l'élevage industriel et intensif est un mode d'élevage standard et comme l'a dit M. Schweitzer, c'est un élevage dont l'objectif premier est la rentabilité. Et la réduction des coûts. Là, au coût le plus faible. Et donc pour aborder ces sujets, il faut aussi penser aux aspects environnementaux et sanitaires. Et il y a un excellent livre qu'a écrit Jonathan Safran-Foer qui s'appelle Eating Animal, qui a eu un portage comme documentaire, donc qui s'appelle aussi Faut-il manger des animaux, Eating Animal en anglais, et qui a été réalisé par l'actrice Nathalie Portman, dont on va voir la bande-annonce. On a essentiellement parlé du traitement des animaux et de l'aspect éthique aujourd'hui de l'élevage, notamment l'élevage industriel. On va passer à un autre enjeu concernant l'élevage, c'est la question de son impact environnemental. Madame Lanty aussi, si vous voulez, Monsieur Demange. Selon la NASA, la principale cause de la déforestation en Amazonie, c'est la conversion de forêts en terres cultivées et en pâturage. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Alors effectivement, on accuse souvent le soja d'être une des causes de déforestation.
Alors en fait, la vraie question à se poser, c'est de quel soja on parle déjà, mais j'y reviendrai. Ce que montrent les études, effectivement, c'est que la première cause de déforestation, c'est le pâturage, c'est-à-dire c'est l'élevage direct. Ensuite, ces terres qui ont été utilisées pour l'élevage sont reprises pour faire pousser du soja. Donc effectivement, on peut parler du soja, mais en fait, qui est du soja qui est à destination aussi animale, c'est-à-dire qu'il sert effectivement au niveau mondial et en France également à nourrir les animaux d'élevage. Il n'est pas utilisé pour l'alimentation des Français. Et en France, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le soja du coup, qu'on achète quand on va dans un supermarché ou autre, c'est du soja qui a poussé pour la plupart en France. Il y a d'autres filières un petit peu avec l'Italie et l'Espagne, mais globalement, principalement français. Et ce qui fait que du coup, de manière un petit peu, on va dire, simplifié ou en tout cas de représentatif, on pourrait se dire que finalement, pour éviter la déforestation qui est liée au soja, eh bien, il faut manger du soja en fait. C'est-à-dire qu'en gros, en consommant du soja directement, sans passer par l'intermédiaire du coup animal, ben, on obtient effectivement le résultat d'avoir besoin de moins de terre et de ne pas participer directement, en tout cas, à la déforestation qu'on peut voir en Amazonie. Il y a la question de la déforestation, il y a aussi la question du lien plus direct en fait, entre le réchauffement climatique, la production de CO2 et l'élevage. Je ne sais pas si monsieur Schweitzer, vous avez... Non, et on parle toujours du gaz carbonique et à juste titre, le CO2, l'impact du CO2 sur le réchauffement climatique. Mais il y a un autre gaz qui contribue au réchauffement climatique très important, qui est le méthane. Et le méthane est émis pour l'essentiel par des bovins. Ça fait partie de leur processus de digestion normal qui conduit à transformer de l'herbe en matière musculaire. Et la plupart des éléments là, je ne parle pas en Amazonie de la déforestation. En France, on ne déforeste pas, au contraire, les surfaces forestières augmentent, mais on considère que près de 20% des émissions de gaz à effet de serre, en impact sur le climat, proviennent de l'élevage. Alors, il y a débat sur les chiffres parce que les éleveurs chipotent, est-ce que ça inclut le transport, etc. Mais la réalité, c'est que avoir de la viande de bœuf ou avoir du lait, c'est un facteur très important du réchauffement climatique. Et là, il n'y a aucune solution technique. On peut bien améliorer les conditions de vie des animaux, mais on ne peut pas faire qu'ils n'émettent pas de méthane. Alors il y a on peut faire des races où on émet un peu moins de méthane. Mais enfin, ça ne change pas le problème de base. Et donc là, la seule réponse est, si on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris, c'est de réduire la consommation de viande rouge. Je rappelle que la viande rouge inclut la viande de veau en France. On a 80% des émissions d'ammoniac qui sont dues à l'élevage aujourd'hui. Donc c'est énorme en fait la contribution de l'élevage sur cette pollution. Là, quand il y a eu l'épidémie de Covid au départ, où nous étions tous confinés, on a eu des alertes sur des pollutions aux particules fines au-dessus de Paris, qui étaient dues en fait aux épandages. C'était la période d'épandage du fumier de lisier dans les régions autour de Paris. Et c'est un gaz qui va être l'ammoniac, qui va être précurseur de la pollution aux particules fines. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et on voit aussi des élevages qui sont source de nitrates, enfin rejettent beaucoup de nitrates, de phosphates. On voit en Bretagne les conséquences que ça peut avoir sur les marées vertes, où on a des plages qui sont maintenant, on bat des records, il y a des plages qui sont fermées depuis plus d'1 an en Bretagne. Il y a l'eau qui n'est plus vraiment consommable sur certaines régions. Il faut absolument boire de l'eau de bouteille en Bretagne, c'est quand même assez terrible. Et si on regarde l'ensemble des élevages bretons, ils mettent autant d'excréments que une population de 60 millions de personnes. Donc il faut se rendre compte que quand M. Pisani a dit qu'il fallait, donc ancien ministre de l'Agriculture dans les années 60, a dit que la Bretagne devait être garde-manger de la France, et il y a eu cette décision politique à un moment donné de transformer la Bretagne en une vaste zone d'élevage, que ce soit d'ailleurs pour les vaches laitières, pour les élevages porcins, de poulets. Bon, on en voit aujourd'hui les conséquences. Donc il y a l'effet sur l'environnement de l'élevage et puis aussi la difficulté à être éleveur. En France, le taux de suicide des éleveurs est extrêmement élevé. Madame Lanty, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut comprendre leur misère, à la fois financière et en même temps misère morale?
alors qu'on sait par ailleurs que l'élevage est très subventionné. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette misère Alors, c'est une compréhension qui n'est pas évidente, qui se fait d'ailleurs sur un temps assez long et qui met en œuvre des sentiments un peu contradictoires. On a effectivement ce premier élément où on se dit, quand on regarde les chiffres froidement, que sans aide, et même avec les aides, les agriculteurs, je parle en production animale, s'en sortent pas ou s'en sortent difficilement, que personne finalement autour de cette table accepterait de consacrer autant de temps, autant d'implications pour sortir ou un salaire ou un demi-salaire, un demi-SMIC, un tiers de SMIC, un quart de SMIC, pour avoir une retraite tout aussi ridicule et en plus de travailler dans des conditions qui sont compliquées. Parce que quand vous discutez avec ces éleveurs, lorsqu'ils sont cités à l'audience et à qui on reproche des mauvais traitements sur leurs animaux, il y a ce temps de discussion avec le juge, avec les avocats, et eux-mêmes nous disent « mais moi je ne veux pas de ça, ça ne me plaît pas, ce que je vois le matin, ce que je fais, la façon dont je conduis mon élevage ne me plaît pas ». Ce sont des discours qu'on entend fréquemment. Et d'un autre côté, ils vous disent « je suis pris par l'endettement, je suis pris par des filières d'intégration, je suis pris par les obligations qui me sont imposées et je ne peux pas aujourd'hui fonctionner différemment. J'aimerais, et finalement la seule solution que je vois, c'est d'attendre que le temps passe, d'attendre éventuellement que mon taux d'endettement diminue un jour pour arrêter, pour finalement qu'il n'y ait pas de reprise de mon exploitation derrière. » Ça, c'est une partie des agriculteurs. Et vous en avez d'autres encore qui ont très mal pris finalement la mise en lumière des conditions d'élevage qui étaient faites par les associations, qui se contentaient, qui se satisfaisaient finalement parce qu'il y avait une finalité de nourrir la France, de nourrir les Français, que c'était comme ça d'ailleurs qu'il fallait le faire, et ils avaient intégré dans leur comportement le fait de pratiquer de la sorte à l'égard des animaux et qui refusent cette remise en cause, qui pour certains d'ailleurs n'ont pas envie de rester trop longtemps sur la question de la sensibilité animale, sur la question de la souffrance animale, qui explique qu'il y a une finalité, que cette finalité passe par ces conditions d'élevage, que les conditions d'élevage ne peuvent pas vraiment se faire différemment, et que c'est un fait. Donc, on a souvent ce double discours, que ce soit à l'audience ou même dans les médias, de dire effectivement c'est un métier difficile, on gagne peu, on voudrait le faire différemment, on aime nos animaux, sauf que les conditions d'exploitation qu'ils décident d'imposer à leurs animaux sont parfaitement contraires aux besoins de ceux-ci. Et on a finalement ces deux mondes qui ont du mal à se rencontrer, qui ne peuvent pas finalement se rencontrer, parce qu'il y a une contradiction totale entre les besoins qu'on doit apporter à un animal et ce qu'on impose à l'éleveur, les prix qu'on lui impose, le prix de sortie, et les conditions dans lesquelles il va pouvoir conduire son élevage. Donc on comprend leurs difficultés, mais cette difficulté par rapport aux conditions qu'expliquait M. Schweitzer, dans un contexte économique de pression, de prix, de prix bas, de premier prix, rend très difficile de produire de l'animal qui, par définition, est un être sensible, qui n'a pas envie d'être produit dans ces conditions-là pour finalement... Il naît pour mourir, il naît pour notre alimentation. Donc c'est une équation qui n'a aujourd'hui pas de solution, à mon avis, dans l'intérêt de l'animal et difficilement dans l'intérêt de l'éleveur. Pensez-vous, M. Schweitzer, j'ai le sentiment que dans votre lutte pour la cause animale, vous ne voulez vraiment pas inculper les éleveurs. J'ai cette impression. Je veux dire, on n'améliorera pas le sort des animaux d'élevage contre les éleveurs. C'est évident, c'est eux qui ont en charge les animaux d'élevage. Mais il faut les aider. Et j'ai dit au début, effectivement, ils sont soumis à des contraintes économiques qui sont fortes. Et il faut rappeler que le premier motif d'achat en France, c'est toujours le prix. Le prix. Et j'ai souligné qu'on ne peut pas faire du bien-être animal à bas prix. Alors comment résoudre ce problème ? C'est ce à quoi on a essayé de réfléchir dans le cadre de la Fondation Droit Animal, qui a créé, il y a maintenant 35 ans, le premier étiquetage d'élevage, qui est l'étiquetage des œufs. Les œufs bio, les œufs plein air, les œufs au sol et les œufs en cage comme quatrième catégorie. C'était un vrai progrès, mais c'était un étiquetage qui avait été conçu, pas par la LFDA, mais par les politiques qui l'ont rendu obligatoire, bonne nouvelle, qui l'ont conçu comme illisible, pour qu'il, justement, n'ait pas trop d'impact.
Et donc, nous sommes repartis avec cette idée d'étiquetage. Alors, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, parce que là, j'ai besoin de 3 ou 4 minutes. Oui, peut-être on en parlera à un autre moment. On en parle à un autre moment, mais je crois qu'on en parle. Mais on en parlera. Oui, en élevage intensif, pour prévenir les infections des animaux, il y a une quantité importante d'antibiotiques qui est utilisée. Monsieur Demange, dans vos travaux sur la nutrition, est-ce que vous voyez cet aspect-là ? Oui, ben, il y a effectivement 2 aspects à prendre en compte. Alors la première, effectivement, qui est l'utilisation des antibiotiques. Il faut savoir que la majeure partie des antibiotiques qu'on utilise au niveau mondial sont utilisés dans l'élevage, ce qui pose un problème, effectivement, dans la sélection des bactéries avec des problèmes d'antibiorésistance, c'est-à-dire des bactéries qu'on retrouve après, nous, quand on essaye de soigner et qui ne sont pas sensibles aux antibiotiques, parce que ils ont pu s'habituer, ils ont pu évoluer pour devenir résistants à ces antibiotiques, donc c'est un réel problème. Et le deuxième point, c'est que la concentration des animaux, telle qu'on l'a décrit déjà au début de cette table ronde, induit des épidémies dans l'élevage qui après peuvent se transmettre aux humains. On a eu ce qu'on a appelé la grippe porcine, par exemple, à un moment donné. On a des épisodes de grippe aviaire. On a effectivement des grippes comme ça qui passent, et puis d'autres maladies dont on voit encore actuellement les implications. Donc c'est effectivement un réel problème. L'OMS pointe aussi que la majorité des maladies viennent en fait de l'interaction avec les animaux, avec l'élevage notamment. Et plus le temps passe, et plus ce pourcentage de maladies est directement issu en fait des animaux d'élevage. Donc on voit vraiment qu'il y a un réel problème en termes de santé publique à ce niveau-là. Monsieur Arsac, est-ce que dans les enquêtes L214, il y a eu Les antibiotiques sont très présents dans les élevages. En ce moment, on parle d'une pénurie d'amoxicilline. C'est un antibiotique qu'on trouve quasiment systématiquement dans les élevages aujourd'hui. Les antibiotiques, ils sont là pour pallier aux conditions d'élevage des animaux, de promiscuité. C'est-à-dire que sans antibiotiques, c'est très compliqué de faire de l'élevage intensif aujourd'hui. Et on voit bien que justement l'intensification de l'élevage est due au progrès génétique, la mécanisation et la chimie avec les médicaments. Parce qu'entasser autant d'animaux dans des poulets, comme on a parlé tout à l'heure, ou des cochons, vous avez trop de mortalité si vous ne pouvez pas donner les antibiotiques à tous les animaux. D'ailleurs, on les donne pas simplement en curatif, mais en préventif. C'est-à-dire que quand on a des campagnes pour la médecine humaine qui nous disent les antibiotiques, c'est pas automatique, dans les élevages, c'est quasiment automatique, et c'est en préventif, et c'est en lot. C'est-à-dire que dans les élevages intensifs, on ne considère pas les animaux comme des individus. Donc on ne va pas soigner un individu. Vous imaginez un éleveur de poulets qui a 30 000 poulets dans un bâtiment, ne va pas pouvoir individualiser et soigner les animaux, alors que la réglementation lui demande de soigner les animaux un par un. Mais en fait, l'élevage intensif, c'est un traitement par l'eau. Donc on va mettre des antibiotiques dans l'eau de boisson. Et en santé animale, on a 95% des antibiotiques qui sont administrés à des animaux destinés à la consommation humaine et juste 5% pour les animaux de compagnie. Donc on voit que le rapport, il est énorme. Et à ça aussi, il faut ajouter des antibiotiques qui sont utilisés à très faible dose. Qui sont là pour un peu stimuler la croissance. Alors ça existe beaucoup c'est encore autorisé dans beaucoup de pays au niveau mondial, et c'est un vrai problème de santé publique. Plus en Europe. Et c'est encore utilisé. C'est interdit normalement, théoriquement, en France depuis 2006. Mais ces antibiotiques-là sont encore autorisés. Il y a eu une petite pirouette, c'est-à-dire qu'au niveau de la Commission européenne, il y a des antibiotiques qui ont été rebaptisés comme additifs alimentaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des industries d'alimentation animale qui ont un statut d'établissement pharmaceutique, qui vont mettre directement, alors je pense notamment au narasin, qui est un anticoccidien, parce que dans un élevage de poulet, vous ne pouvez pas avoir un élevage de poulet sans anticoccidien, et le narasin est incorporé directement dans l'alimentation des poulets par les fabricants d'animaux. Donc on voit que malgré cette loi en 2006 qui interdit les antibiotiques comme promoteurs de croissance, on voit qu'ils sont encore très largement, ou même systématiquement utilisés dans les élevages en France. Nous allons voir maintenant les activités des associations françaises pour la lutte contre la maltraitance des animaux d'élevage. Monsieur Schweitzer et Sébastien Arsac, pouvez-vous nous parler de la place de vos associations parmi les différentes associations de protection animale ? Bon, nous, comme je l'ai dit, on est légaliste et réformiste. C'est-à-dire qu'on
On est plutôt pour les végétariens, on n'a absolument rien contre les véganes, mais on part de l'idée qu'il y a 95% des Français qui ne sont ni l'un ni l'autre, que ceci change, comme on l'a dit tout à l'heure, très très doucement. Deuxièmement, on bénéficie, et ça je le dis, des actions de communication de L214. Il est clair que s'il n'y avait pas ces actions de communication, les parlementaires seraient beaucoup moins intéressés à voter des lois ou des textes en faveur du droit animal. Donc on se réjouit de ce qu'ils font, ce n'est pas notre métier. Nous, l'essentiel de ce qu'on fait, j'y reviens, c'est l'étiquetage. Est-ce que c'est le moment? Bon, alors je vais en dire un mot. J'ai dit tout à l'heure que le problème, c'était, on l'a dit, quelqu'un d'autre l'a dit, il y a une sorte d'incohérence du public qui est pour le bien-être animal et qui ne change pas ses comportements. Et j'ai expliqué que les changements législatifs sont nécessairement limités par le fait qu'on est un marché ouvert à la concurrence et que nous ne fixons pas des règles en dehors de France. Et donc l'idée, c'est de transformer le citoyen, qui est consommateur, en acteur du bien-être animal. Alors pour ça, il faut lui donner une information très solide, complète, facile à lire, de façon à ce qu'elle agisse sur lui. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer une association Étiquette Bien-être Animal, dont j'ai pris la présidence, pour étiqueter le bien-être animal. Et on a décidé, dès l'abord, de travailler avec les grands distributeurs et de travailler avec les producteurs et les transformateurs, pour avoir une étiquette qui renseigne sur le bien-être de l'animal de sa naissance incluse à sa mort incluse. Et on a fait cette étiquette là que l'on voit là, qui est construite sur le modèle de beaucoup d'étiquettes bien connues, donc que tout le monde sait lire. A, c'est ce qu'il y a de mieux, si je puis dire. B, c'est ce qui est presque aussi bien. C, c'est ce qu'on considère comme devant être la norme du futur. D et E, c'est ce qui est toujours conforme à la législation, mais qui est franchement cohérent avec les images un peu terrifiantes que l'on a vues. Alors, on a commencé par le poulet. Pourquoi le poulet? Parce qu'il y en a près de 900 millions qui sont abattus tous les ans, donc en nombre, c'est de loin la population la plus nombreuse. Et deuxièmement, parce que c'est une espèce où il y a un lien entre les conditions de vie de l'animal et la qualité du produit. Un poulet fermier, ça n'a aucun rapport avec un poulet industriel. Et on est arrivé, donc on a réuni tout le monde, on a défini 230 critères sur le bien-être du poulet, de la naissance à la mort, donc c'est très sérieux. C'est un système qui est contrôlé, on a parlé du contrôle, c'est essentiel, et il est contrôlé une fois l'an par des contrôleurs indépendants, avec des surcontrôles pour vérifier que les contrôleurs indépendants sont sérieux. Et je le répète, ça porte sur tous les éléments, le transport notamment, l'abattage et surtout les conditions de vie, l'espace extérieur et intérieur, l'alimentation, l'absence d'excès d'antibiotiques. Je connais même un élevage qui n'utilise que l'homéopathie pour soigner ses poulets. Je voudrais dire que l'homéopathie et les poulets, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace, mais enfin, ça montre un souci de ne pas abuser du médicament qui est bon pour la santé globale. Le résultat est très satisfaisant. Alors, entendons-nous, personne n'étiquette en D et E. On étiquettera en D et E que le jour où l'étiquetage sera rendu obligatoire. Bon, pour le moment, nous le demandons, nous ne l'avons pas obtenu. Mais en revanche, vous allez dans un grand magasin, je ne vais pas citer une grande surface plutôt qu'une autre, mais si vous achetez un poulet A, vous savez que c'est un poulet qui a vécu au plein air dans un parcours arboré, qui a été abattu dans des conditions respectueuses, dont le temps de transport a été très inférieur à la norme. Bref, c'est un succès. Nous avons entamé ensuite l'étiquetage des porcs. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile pour deux raisons. La première, c'est que les investissements sont plus lourds, beaucoup plus lourds,
et que la situation en ce moment des éleveurs est économiquement extraordinairement difficile du fait des coûts de l'énergie, des coûts de l'alimentation, etc. Et puis, pour un autre facteur, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la qualité perçue du produit par le consommateur et les conditions de vie des animaux. Et donc, une incitation, si je puis dire, externe n'existe pas. Mais cet étiquetage existe, il comporte plus de 300 critères et a été établi en accord avec les scientifiques, l'INRA, les éleveurs et les distributeurs. Ce qui nous aide dans cet état-là, c'est que les gens ont tous conscience que si on triche, ils risquent une vidéo de L214 et que, en termes d'image, ça tue. Si je puis dire, si on va dans un élevage A et qu'on voit une image de 114, c'est la mort du distributeur, c'est la mort du système d'étiquetage, donc c'est une incitation puissante à la vertu. Nous entamons les poules pondeuses, sujet difficile parce que près de la moitié d'entre elles sont abattues à l'étranger dans des conditions épouvantables et transportées dans des conditions épouvantables. La vie, ça va à peu près, mais l'abattage et le transport posent un problème. Nous envisageons l'étiquetage du lapin qui a été évoqué par Caroline Lanty. Là, il faut simplement trouver un producteur qui considère qu'il peut prendre le risque de cela. Parce que un producteur qui s'engage là-dedans, il est sûr d'avoir des surcoûts. Il faut savoir si les consommateurs suivront. Si les consommateurs ne suivent pas, le bien-être animal ne progresse pas et le producteur fait faillite. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long sur cet étiquetage, mais au fond, je considère que dans un système économique ouvert, c'est la seule façon que nous avons de produire rapidement un progrès de bien-être animal significatif. L214 lutte contre la maltraitance animale par le biais des tribunaux. Maître Lanty, pouvez-vous nous expliquer les actions judiciaires de l'association ? Oui, alors les actions judiciaires de l'association, elles sont très variées. Elles sont déjà ou en demande ou en défense. Donc en demande, c'est l'association qui prend l'initiative, à la suite notamment de vidéos, d'enquêtes et d'images qui ont été transmises à l'association par des personnes qui ont accès à l'élevage, par des salariés, pour dénoncer la situation au sein d'un élevage et la situation de non-conformité. Je sentais une petite pointe d'ironie parfois chez Monsieur Schweitzer s'agissant des vidéos de l'association. Non, mais comprenons-nous bien, c'est pas du tout une critique de ma part, mais c'est vrai que l'association est vue comme celle qui dénonce sous des moyens qu'on qualifie de légaux ou d'illégaux. On pourra y revenir plus tard, mais en tout cas, ce sont ces vidéos aujourd'hui qui ont fait connaître l'association. Il faut bien comprendre que l'association est partie d'une réflexion de base, à savoir que la réglementation impose, la réglementation détermine des conditions d'élevage, qui sont déjà des conditions d'élevage minimales pour respecter un tant soit peu, pas le bien-être animal, ne rêvons pas, mais les quelques besoins physiologiques essentiels de ces animaux. Et à force de recevoir des témoignages, à force de recherche, d'éléments qui leur arrivaient, ils se sont aperçus de l'énorme distorsion qui existait entre ce que la réglementation prévoit et la conduite concrète de l'élevage au quotidien. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'aller lire les textes de loi, d'aller ensuite voir le stade intermédiaire de ce qu'on appelle les vade-mecum d'inspection. Les vade-mecum d'inspection, c'est la grille de contrôle des inspecteurs en santé vétérinaire dans les élevages. Et lorsque la loi vous impose telle chose, on dit aux contrôleurs, lorsque vous vous rendez dans un élevage, même si ce n'est pas complètement conforme, dites que c'est conforme, parce que ça va à peu près. Et la rédaction... Je vous coupe juste pour dire que les contrôles faits pour l'étiquetage, on ne dit pas du tout ça aux contrôleurs. Hein. D'accord. En tout cas, quand vous lisez les vade-mecum qui sont édités par le ministère de l'Agriculture, on vous dit « situation attendue », c'est celle-là, « situation observée », si vous voyez ça et qu'elle est différente de la situation attendue par les textes, considérez quand même qu'il s'agit là d'une conformité et ne mettez pas l'éleveur en non-conformité. Par exemple, on a eu pendant très longtemps, la réglementation, par exemple, interdit la coupe des queues des animaux, la coupe des queues des cochons en routine.
Cela signifie que l'agriculteur ne pouvait pas de façon routinière et systématique couper la queue de ses cochons. Sauf qu'il n'y avait pas peu ou pas de contrôle. Lorsque les contrôles intervenaient, on estimait que cette pratique ne posait pas de difficulté. Et l'association s'est intéressée justement à ces éleveurs qui coupaient la queue des cochons. Et on a réussi, à l'occasion d'une procédure, à faire reconnaître que lorsque l'éleveur n'a pas mis les éléments de diversification au sein des cases des cochons pour que ceux-ci puissent tromper leur ennui, puissent mâchouiller, puissent s'occuper, lorsqu'il n'a pas fait ces étapes préalables pour éventuellement arriver à une coupe systématique des cochons, il avait manqué à ses obligations et qu'en coupant systématiquement la queue de ses cochons, il avait commis des mauvais traitements. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble des éléments que l'association active en justice en demande à l'occasion de procédures judiciaires. Et puis, bien évidemment, elle est régulièrement attaquée sur la question des vidéos qu'elle diffuse. Mais heureusement, jamais condamnée sur un plan pénal, il faut le savoir quand même, il faut le rappeler, parce que parfois on l'entend, l'association n'a jamais été condamnée par une juridiction pénale de façon définitive sur une infraction pénale, et parfois les éleveurs effectivement assignent l'association pour faire retirer ces vidéos qui leur causent un préjudice, qui leur causent du tort en termes d'image, et que l'association arrive le plus souvent à conserver sur une décision de justice au motif qu'il y a là une liberté d'expression, un sujet d'intérêt général qui autorise l'association, avec des moyens appropriés et avec des mots appropriés, à dénoncer une situation conformément à son objet social, et ce qui lui permet du coup finalement, en toute légalité, de diffuser les dénonciations, de communiquer sur les conditions d'élevage qu'elle entend porter à la connaissance du consommateur, du grand public, des politiques et du grand public en général. Sur l'étiquetage, pour revenir sur l'étiquetage, je trouve que c'est un travail absolument remarquable. Donc on va juste regretter qu'il ne soit pas systématisé, qu'il ne soit pas obligatoire aujourd'hui. On a un précédent avec les œufs qui devaient être étiquetés, même si c'est écrit tout petit, avec peu de lisibilité. Mais en tout cas, il y a eu énormément de reportages consommation pour expliquer, regardez bien ce qui est écrit sur la boîte, ce qui est écrit même sur la coquille des œufs, si c'est un 3, c'est l'élevage en batterie, en cage, etc. Et on voit que l'alliance, on va dire la complémentarité entre une réglementation ou un étiquetage comme ça et l'information du public pour dire regardez à quoi ressemblent les élevages dans lesquels sont pondus les œufs de code 3, on a effectivement un peu mécaniquement, on a eu une baisse du nombre d'achats d'œufs de poules en cage, c'est-à-dire qu'en supermarché, on était descendu en dessous de 50%. Et si on peut envoyer quelque chose, un message un peu positif aujourd'hui quand même, c'est qu'au début de L214, en 2008, on avait un pourcentage d'élevage de poules en cage qui était à 80%. Et 80% des poules étaient enfermées dans des cages, une feuille à 4, un sol grillagé pendant plus d'1 an, des poules dont il faut couper le bec dans les couvoirs pour éviter le cannibalisme. Et aujourd'hui, on en est à 33% d'élevage en cage. On peut imaginer que d'ici 2025, on va arriver à 0 en France. Et donc ça, c'est une évolution qui est très positive. Alors L214, on est une association, on essaye d'être pragmatique, c'est-à-dire qu'on essaye d'interroger la légitimité, d'utiliser les animaux comme de la matière première pour notre alimentation. Donc ça, ce qui nous pousse à faire la promotion d'une alimentation beaucoup plus végétale. Mais on essaye aussi de soulever la question animale auprès des citoyens et du grand public, d'informer, et on essaye de faire reculer les pires pratiques d'élevage. Il faut être, à un moment donné, se dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a la plupart des Français, moi le premier, je mangeais des produits animaux, j'ai été élevé dans cette culture-là, dans cette gastronomie, et on a cette réalité aujourd'hui, même si j'aimerais que le monde soit autrement aujourd'hui. Il faut bien voir qu'on a des démarches aussi auprès des supermarchés, alors qu'il n'est pas sur l'étiquetage, mais je trouve que c'est très complémentaire aussi, de demander à ce que, au niveau de la viande de poulet, par exemple, les supermarchés ne puissent plus commercialiser de la viande des pires élevages aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'European Chicken Commitment, une alliance entre plusieurs associations, pour demander à ce que les supermarchés ne commercialisent plus de la viande de poulets qui ont été élevés dans des densités qui sont justement à 42 kg par mètre carré, sans avoir de lumière du jour, avec des souches à croissance rapide. Et on a eu des résultats, puisque aujourd'hui, effectivement, tous les supermarchés français, toutes les chaînes de distribution se sont engagés à l'horizon 2025 à ne plus commercialiser la viande de poulet issue de ces élevages-là. Si je peux dire un mot là-dessus, c'est effectivement un cas de collaboration implicite entre deux associations.
C'est-à-dire que nous, dans notre étiquetage, le niveau C est effectivement cohérent avec la norme européenne. Et c'est une norme, c'est des poulets qui sont élevés en intérieur, mais qui sont élevés dans des conditions acceptables et satisfaisantes. Et effectivement, l'ambition, c'est que cette norme européenne obtenue par l'élevage engage les distributeurs. Et engage aussi, ça c'est beaucoup plus difficile, tous ceux qui vendent des produits transformés. Parce que, je l'ai dit pour les œufs, quand vous achetez dans un supermarché, vous pouvez voir si le traitement a été correct. Quand vous achetez, je ne sais pas moi, une quiche lorraine, où il y a des œufs, de la crème, du porc, vous ne savez pas d'où viennent ces produits. Et la probabilité, c'est qu'ils viennent d'animaux qui ont été élevés dans des conditions terrifiantes. Donc, de faire que l'étiquetage aille jusqu'aux produits transformés, jusqu'à la restauration hors domicile, etc. Merci à 214 et LFDA pour ces présentations. Maintenant, nous souhaitons connaître quelles sont les activités des députés en matière du bien-être des animaux d'élevage. Maître Lantier, est-ce qu'il y a des changements apportés par les lois dans les conditions des animaux d'élevage ? Oui, c'est ce qui avait été dit un peu en préambule sur la prise en compte politique et le sujet politique de la question animale aujourd'hui, depuis plusieurs années et récemment, puisque on a régulièrement l'occasion d'entendre à l'Assemblée nationale et au Sénat des discussions sur l'amélioration de la loi. On a eu une loi l'année dernière qui a été votée en novembre 2021, qui est rentrée en application le 2 décembre 2021 et qui, reconnaissons-le, a amélioré sensiblement certains pans de la question de la protection animale, sur la question des élevages de fourrure, sur la question à terme de l'utilisation des dauphins et des orques dans les delphinariums, sur la question des animaux dans les cirques, et également sur une pénalisation, donc sur des peines plus fortes pour les personnes qui étaient auteurs de mauvais traitements, de sévices graves, d'actes de cruauté ou d'actes de zoophilie. En revanche, cette loi a effectivement ignoré, et on a un angle mort important sur le sujet qui nous retient aujourd'hui, à savoir la question de l'élevage et l'amélioration des pratiques d'élevage en faveur des animaux. Donc on a eu une grande loi finalement de protection animale sur certaines thématiques de protection animale, mais on n'a pas eu sur le sujet qui concerne le plus grand nombre d'individus, sur lequel, vous le dites, les études d'opinion, les sondages prouvent que les Français ont envie. Et c'est encore une fois ce que disait M. Schweitzer, on est systématiquement face à cette difficulté qui est, quand vous interrogez les personnes, tout le monde, ou a priori tout le monde va vous dire ce sujet m'intéresse et je suis prêt à avoir des habitudes de consommation différentes dans l'intérêt de la protection animale. Et ensuite sur l'acte d'achat, sur la question du prix, où vous avez une distorsion entre la volonté affichée dans le cadre des sondages et l'exercice réel de l'acte d'achat. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que cette loi du 30 novembre 2021, qui a apporté des progrès, les autorités politiques ont interdit aux députés d'aborder les deux sujets sensibles que sont l'élevage, des animaux d'élevage, et la chasse. Et qu'il est certain que s'il y avait eu dans la loi un article sur l'un ou l'autre de ces sujets, la loi ne serait pas passée. Et c'est un problème. Tout à fait, ça c'est une certitude, c'est les angles morts de ces dispositions. Ils ont préféré finalement un consensus sur certaines thématiques en laissant effectivement de côté, vous l'avez rajouté, la chasse et évidemment l'élevage qui ne sont pas du tout abordés et qui, dans l'immédiat en tout cas, ne prévoient pas à l'agenda parlementaire de modifications ou d'améliorations notables. Et pourquoi du coup, M. Schweitzer, c'est si compliqué de convaincre les législateurs, de les faire agir sur ces questions de chasse? Le problème n'est pas de convaincre les législateurs, c'est aussi de convaincre le gouvernement. Je peux dire, j'arrive d'avoir des contacts, on me dit, ne comptez pas sur une loi importante relative au bien-être des animaux d'élevage ou relative à la chasse au cours du présent quinquennat. Maître Lantier, pouvez-vous nous expliquer les lois concernant les cantines scolaires ? Alors, peut-être que Sébastien, tu préfères le... Enfin, moi, Alors, je peux en parler un petit peu, effectivement. Alors,
c'est vrai que je ne l'ai pas cité dans l'introduction, mais j'ai fait partie du Conseil national de la restauration collective, sous l'égide donc du ministère de l'Agriculture et de la Santé, en sachant que c'est sur ces questions-là le ministère de l'Agriculture qui est entre guillemets le lead, qui mène un peu les débats. Actuellement, on est en train de réécrire donc, le décret 2011, qui est le décret qui encadre effectivement les cantines scolaires. Alors il y a eu des petites modifications. Alors déjà effectivement avec la loi Egalim qui a modifié en 2018 et mise en application au 1er novembre 2019, donc un repas hebdomadaire, donc un repas par semaine qui doit être végétarien dans les cantines scolaires, ce qui a déjà été une petite révolution. Pour donner une idée par contre effectivement parfois du manque d'accompagnement qu'il peut avoir, il faut savoir que le CNRC donc, a été créé dans la foulée. On avait 1 an pour mettre en place un petit peu des guidelines, des aides en fait pour ces menus-là. La première réunion s'est tenue, j'ai plus la date exacte, mais c'était en octobre pour la mise en application au 1er novembre. Donc autant vous dire que les conseils sont arrivés bien après. Donc il y a eu déjà des difficultés à ce niveau-là, avec la présence aussi des lobbies dont on a l'habitude, mais dont on parlera un peu plus tard. Et on a eu à un moment donné un peu d'espoir avec la Convention citoyenne pour le climat, qui demandait effectivement à ce qu'il y ait une alternative végétarienne dans les cantines, qui soit quotidienne et qui soit... c'est aussi une demande des défenseurs des droits, enfin il y a vraiment beaucoup de demandes à ce niveau-là. Et finalement, comme pas mal de mesures de la Convention citoyenne pour le climat, elle a été un peu rétoquée et elle a été mise sous la base du volontariat. Alors, ce qui est un peu... voilà, ce qui était un peu botté en touche et attendre un petit peu la réécriture du décret 2011, donc qui est en cours. Je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, pour avoir une alternative végétarienne quotidienne, ça a l'air compliqué. Les débats sont vraiment importants. Et effectivement, oui, dans la loi climat, et résilience, sur effectivement la mise en place donc, sur volontariat, vraiment de cette alternative, qui a aussi introduit des menus dans les administrations, il y a des contextes plus larges que la restauration scolaire. Mais voilà, donc ça reste un débat qui est encore assez important. Vous aurez peut-être des choses à compléter, mais voilà, ça reste une question qu'on sent difficile en tout cas pour qu'elle aboutisse. Alors même que l'ANSES, qui est l'agence nationale qui s'occupe un petit peu d'établir les recommandations nutritionnelles en France, a été consultée sur cette question et a dit non, il n'y a pas de souci, on peut avoir un repas quotidien végétarien dans les cantines scolaires et que ça soit tout à fait équilibré. Donc on a des feux verts partout, mais on sent qu'au niveau législatif, c'est plus compliqué. Je sais pas si vous... Non. Alors justement, en raison de la réserve de conviction du gouvernement dont vous parliez, Monsieur Schweitzer, pour modifier les lois pour les animaux d'élevage ou pour la chasse, il y a d'autres voies qui ont été testées pour changer la législation, notamment celle du référendum d'initiative partagée, qui avait été lancé il y a 2 ans par 3 grandes personnalités, 3 grands patrons, Xavier Niel, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Granjon, et porté notamment par Hugo Clément. Madame Lanty, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce référendum d'initiative partagée, ses chances d'aboutir, les raisons pour lesquelles cette stratégie a été employée? Et en fait, l'idée est venue, alors vous avez cité effectivement ces hommes d'affaires, les associations de protection animale, en se disant, on s'aperçoit que sur certaines thématiques, notamment l'élevage et la chasse, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas par l'implication des associations, par leurs moyens de communication, par la sensibilisation des députés, par les demandes de soutien citoyen. Et comment, finalement, quels sont les outils à notre disposition pour parvenir à imposer à l'agenda législatif une discussion sur des thématiques qui, aujourd'hui, sont totalement absentes parce qu'il y a effectivement une volonté du gouvernement de ne pas toucher à ces questions de chasse et d'élevage. Et donc le choix avait été fait de se tourner vers le référendum pour les animaux avec des propositions fortes, vous voyez, 6 propositions fortes sur la question de l'élevage intensif, sur la question de l'engagement des animaux en élevage, sur les élevages de fourrure, sur la chasse, sur l'expérimentation animale et sur l'utilisation des animaux d'espèces non domestiques dans les cirques. Pour être adopté, il fallait qu'un certain nombre de parlementaires, 185, signent ce référendum pour ensuite qu'il puisse être ouvert au soutien de la population, pour ensuite
être placé à l'agenda parlementaire de façon un peu contrainte, j'ai envie de dire. Et ces 185, la réunion de ces 185 parlementaires n'étant pas intervenue, il n'y a pas d'obligation d'intervenir dans un certain délai. Donc cette initiative est toujours existante, elle n'est pas morte, elle n'est pas enterrée. Mais l'idée, c'était de passer par des parlementaires qui, quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, peuvent sembler de plus en plus favorables à ces questions de protection animale. Et donc, à chaque nouvelle législature, on élargit finalement le champ de soutien parlementaire potentiel. Donc, l'idée, c'est de passer par ce biais-là pour que certains sujets qui ne pourront pas être pris par une proposition de loi ou par un projet de loi à l'initiative du gouvernement ou des parlementaires le soient sous ce régime-là qui, effectivement, aujourd'hui, n'a pas trouvé le succès attendu, escompté et espéré des personnes qui le soutiennent. Est-ce que M. Arsac, le 114, a soutenu ce référendum ou... Oui, bien sûr, on faisait partie du collectif d'associations qui a soutenu ce référendum, enfin cette initiative, on va dire, parce qu'elle n'est pas arrivée, pour le moment, elle est avortée, parce que on a 152 députés qui avaient signé, et donc ils ont fait barrage finalement. Et on a vu des lettres qui ont circulé justement de la part des filières, qui ont pesé de tout leur poids pour que les députés ne signent pas ne permettent pas à ce que cette initiative puisse démarrer, en fait. Parce qu'à partir du moment où vous avez les 180 signatures des députés, vous avez 1 an pour collecter 10% du corps électoral sur les signatures. Et les propositions qui avaient été retenues étaient des propositions tout à fait consensuelles. C'est-à-dire n'avaient été retenues que des propositions qui dépassaient plus de 80% dans les sondages d'opinion favorable. Voilà, sur l'élevage intensif ou d'autres sur la chasse à courre, des chasses cruelles, des choses comme ça. Donc, mais en fait, même si ce référendum d'initiative partagée n'a pas pu vraiment voir le jour jusqu'ici, il a quand même permis d'avoir un débat public autour de cette question-là. Et je pense que la loi qui a suivi sur la maltraitance animale a pioché justement dans ces mesures du RIP et qu'il y a quelques mesures qui aujourd'hui, en fait, ont été adoptées. Et c'est-à-dire que si aujourd'hui on se relançait dans une telle initiative, il y a certaines mesures qu'on serait obligé de retirer parce que déjà acquises, ce qui est quand même merveilleux. Est-ce que M. Schweitzer, en 1 minute, vous étiez positionné par rapport à ça? La LFD a soutenu l'initiative. Je dois dire, à titre personnel, un des points de cette loi, à mes yeux, pose un problème, pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est l'interdiction de tout élevage intensif en France. Parce que ça, c'est dans le système législatif européen actuel, la condamnation à mort d'un très grand nombre d'éleveurs, et je dirais de la majorité des éleveurs français. L'interdiction des cages, l'interdiction, ça c'est une évidence. L'interdiction de l'élevage de la fourrure, c'est fait. La chasse, je ne peux qu'être pour l'interdiction, et ça n'a aucune conséquence économique gênante. L'expérimentation, c'est cohérent avec la philosophie européenne, ça ne pose pas de problème. L'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, c'est décidé et c'est voté par la loi. Donc je pense qu'il y a peut-être à reformuler le référendum d'initiative populaire pour en sortir ce qui a déjà été voté par la loi. Il n'y a pas de raison de faire revoter quelque chose qui a déjà été voté, et peut-être sur le point 1 de nuancer les choses, parce que, je le répète, dans l'état actuel de concurrence, de recherche du premier prix, ceci conduit à fermer radicalement la grande majorité des élevages français. Je pense que vous êtes d'accord, monsieur Arsac. Cet outil en lui-même est normalement un outil démocratique. Tant qu'on est de toute façon à 10% de signatures, alors c'est pas des signatures sur un bout de papier, il faut donner soit un numéro, son permis, etc. Donc c'est compliqué. Non, j'ai signé mon nom dessus. Donc, je suis dans les... C'est très bien, mais tant qu'on est à 10%, voilà, cet outil, il y a peu de chances qu'il serve à quelque chose un jour. Voilà, tant qu'on ne réduit pas, on ne rabaisse pas les nombres de signateurs à 1 million, par exemple, qui serait beaucoup plus raisonnable pour en faire un vrai outil de démocratie. Alors, je voudrais quand même revenir sur un point, sur la question de l'élevage intensif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, l'élevage intensif a emmené la mort du milieu de l'agriculture. Aujourd'hui, on n'a plus que 2 ou 3% de la population active qui travaille dans le milieu de l'agriculture. Je prends un exemple sur un élevage de poules pondeuses. Si vous avez
un éleveur va pouvoir s'occuper tout seul, pour les opérations courantes, on va dire, d'un élevage, tout seul, il va pouvoir s'occuper de 60 000 poules pondeuses. Et si vous transformez ça en élevage, avec un élevage où il y a un accès à l'extérieur, en équivalent, il faudra 6 ou 7 élevages en plein air. C'est-à-dire que quand vous construisez un élevage intensif, vous détruisez, vous faites, si on regarde juste la question de la population qui travaille dans le monde agricole, si vous regardez d'un point de vue social, en fait, c'est se faire harakiri, quoi, en vrai, l'élevage intensif. Et en plus, c'est une aberration économique, l'élevage intensif, aujourd'hui. Il y a tous on parlait tout à l'heure des élevages de cochons. Aujourd'hui, l'endettement moyen d'un éleveur de cochons est à plus de 300 000 euros. Hein, vous imaginez, un taux d'endettement moyen. Donc aujourd'hui, c'est un système qui est sous perfusion, qui est une aberration économique. C'est-à-dire qu'on a plus de 100 milliards de subventions de la PAC pour soutenir ce modèle d'élevage-là, mais qui, si on regarde d'un point de vue complètement libéral, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors j'avais un exemple à vous donner, c'est Jean-Baptiste Moreau, député de la République, qui était ex-député de la République En Marche, qui était porte-parole de la République En Marche, qui était en charge des questions agricoles, parce qu'il est éleveur dans la Creuse de bovins à l'étang. On a regardé ses subventions. Monsieur Jean-Baptiste Moreau touche pour son exploitation entre 6 et 7 000 euros de subventions par mois. Oui. C'est-à-dire que si on était remonté 10 ans en arrière, sur 10 ans, il avait touché plus de 600 000 euros de subventions de la PAC, tout en ayant son activité d'élevage. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, cette question du prix est totalement faussée, et encore, on ne compte pas tous les externalités, comme ramasser les algues vertes, les problèmes qu'on va avoir avec l'antibiorésistance, etc., etc. Donc c'est un modèle qui, de toute façon, d'un point de vue purement économique, ne tient pas la route. Si je peux faire une remarque simplement. Oui, non, mais en un mot, la France a un élevage qui est intensif, mais pas industriel comme d'autres élevages dans d'autres pays. Et c'est le maintien de cet élevage que j'appellerais, moi, semi-intensif, qui doit être subventionné. Autrement dit, un élevage de, je ne dirais pas de luxe, mais de très grande qualité de vie parce qu'il a un prix de vente qui lui permet de vivre. Un élevage industriel à la hollandaise, où on est vraiment dans un système industriel immense, vit parce qu'il a des très bas coûts. L'élevage français est un peu au milieu des deux pour l'essentiel, c'est-à-dire ce n'est pas l'échelle, on a parlé des 1000 vaches, la ferme n'a jamais existé. Dans les pays européens, il y a des fermes de 5000 vaches, et là, on a des coûts plus bas. Et l'élevage français, il est entre deux, et c'est ça qui fait qu'il n'a pas de base industrielle. Il y a des pays où il y a à la fois un élevage très industriel, effrayant au dernier degré, et un élevage de luxe, les Pays-Bas. Nous, on a une situation qui, effectivement, est économiquement pas optimale, mais si on interdit l'élevage intensif, ce qui est certain, c'est que les entreprises endettées feront toutes faillite. On a vu vos deux divergences sur cette question, sans oublier d'ailleurs tout le développement qu'on avait fait au début de cette table ronde sur le traitement des animaux aujourd'hui dans les élevages en France. Et il faut mentionner que les Pays-Bas se sont engagés dans une politique radicale de diminution de son cheptel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont pris la mesure de la pollution de l'élevage intensif et de leur modèle, et ils sont en train de faire marche arrière toute. Ce qui pose d'ailleurs enfin, il y a beaucoup de mobilisation du monde agricole aujourd'hui aux Pays-Bas, ce qui est difficile, effectivement. Il faut accompagner, c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est ce qu'il y avait dans le RIP aussi, c'est-à-dire qu'on ne sort pas de l'élevage intensif comme ça d'un coup de baguette magique du jour au lendemain. C'est un plan d'accompagnement pour sortir de l'élevage intensif. Peut-être dernier mot sur cette question. Nous avons vu que l'élevage intensif et industriel oblige les animaux à vivre dans des conditions abominables, et que ce mode d'élevage a non seulement un impact néfaste sur l'environnement, mais sur notre santé et la santé, la santé publique. Pardon. Alors le GIEC préconise depuis 2019 la réduction par 80% de la consommation de viande, afin de réduire donc les émissions de gaz à effet de serre. Et selon des rapports de la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'élevage non seulement contribue au réchauffement climatique, mais utilise aussi énormément d'eau. Et donc si on ne réduit pas la consommation de viande, il y aura, d'après donc la FAO, plus suffisamment d'eau douce pour 2050. Donc le choix alimentaire
de chacun de nous est très important pour l'avenir de notre planète. La viande, c'est un aliment qui est très prisé, c'est un aliment qui est très demandé par les consommateurs, on l'a vu, même si donc, il y a des changements vers aussi de la viande rouge vers les poulets. Mais c'est aussi un aliment prisé, mais aussi un aliment qui cause des maladies. Et le risque d'antibiorésistance est accru par le mode d'élevage actuel. Monsieur Demange, jusqu'où la réduction de la consommation de la viande peut aller, et est-ce qu'elle est nécessaire et bénéfique ? Alors en fait, il y a deux questions là-dedans. La première, alors réduire la consommation de viande, ça c'est toutes les organisations de santé sont d'accord là-dessus. Il y a vraiment un réel consensus pour dire qu'il est nécessaire qu'on diminue notre consommation de viande pour des raisons de santé et de santé au sens large, mais j'y reviendrai. Et après, donc il y a une deuxième question qui est jusqu'où on peut aller. On peut aller jusqu'à 0. C'est-à-dire qu'il y a aussi un consensus là-dessus qui est de dire qu'on peut effectivement consommer 0 g de viande et être en très bonne santé, voire en meilleure santé. On pourra y revenir aussi. Mais voilà, les deux consensus sur lesquels il y a peu de discussion, on va dire, c'est sur le fait que tout le monde devrait diminuer sa consommation de viande et que si on veut aller jusqu'à 0, on peut. Et comment est-ce que la transition alimentaire vers une végétalisation alimentation est bénéfique pour l'environnement et aussi donc pour la santé humaine? Alors effectivement, depuis le début des années 2000, l'OMS parle de santé en fait d'un concept qui s'appelle une santé, qui est en fait de dire que notre santé individuelle est étroitement liée à la santé publique, à la santé des animaux et à la santé environnementale. Alors sur des points un peu différents, c'est-à-dire pour les animaux, comme on en a parlé, l'antibiorésistance, effectivement les zoonoses, donc ces maladies qui passent des animaux aux humains. Au niveau environnement, les gaz à effet de serre, les pollutions de l'eau, de l'air, des sols, qui sont étroitement liées à ce qu'on mange également. Et surtout ce qu'on appelle l'épidémie en fait, de maladies non transmissibles, qui sont les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains cancers. Et tout ça forme donc notre santé individuelle. Et à ce niveau-là, on voit que le fait de diminuer sa consommation de viande va dans le bon sens sur ces 3 facteurs-là. Donc de facto, améliore notre santé individuelle. Et est-ce qu'il y a des obstacles à ça, à cette transition alimentaire, à cette végétalisation, si elle est, je veux dire, s'il n'y a que des avantages, Pourquoi c'est si compliqué? Alors il y a beaucoup d'éléments, on peut le développer assez longuement, je vais essayer de synthétiser un petit peu. Alors la première chose qu'on a une tendance à souvent ignorer, c'est à quel point notre alimentation, la manière dont on mange, c'est inscrit en nous. C'est-à-dire que on mange d'une certaine manière depuis qu'on est tout petit, c'est une transmission de parents aux enfants ou de la communauté aux enfants. Et toute cette transmission-là, effectivement, elle est ancrée en nous et à tel point que pendant longtemps, on peut régulièrement appeler certaines nations par un plat un peu caractéristique qui va les qualifier. Et vraiment, on retrouve dans des textes, on peut prendre des textes bibliques, on peut prendre d'autres écrits, mais vraiment ce côté où ce qu'on mange va définir la communauté à laquelle on appartient. Donc déjà, remettre ça en cause, remettre un élément, ce qu'on appelle un critère identitaire qui est aussi fort en cause, c'est pas simple. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a beaucoup d'argent en jeu, soyons clairs. On en a parlé déjà pendant la table ronde, mais les forces économiques qui sont mises en place sont très très puissantes. Alors on peut parler effectivement, pour prendre un exemple, l'intersyndicale bovin et viande, l'Interbev, qui consacre 30 millions d'euros chaque année à la communication. Les produits laitiers avec le Tniel, eux, ils sont un peu moins riches, ils consacrent que 25 millions d'euros par an à la communication. Donc on se rend compte qu'on est face à des forces quand même assez puissantes et qui sont partout. Pour reprendre l'exemple du Conseil national de la restauration collective, quand on discutait du repas végétarien, il y avait à table quelqu'un qui était salarié par l'intersyndicale bovin et viande et qui ne comprenait pas pourquoi on s'étonnait de l'avoir ici, qu'alors on parlait de repas qui ne contenaient pas justement de viande. Donc ils sont vraiment, ils ont beaucoup de moyens et c'est vrai que c'est pas évident de lutter contre et du coup d'arriver à une prise de conscience qui serait bénéfique effectivement pour tout le monde, mais qui impliquerait aussi de faire le lien finalement peut-être entre les animaux que nous élevons et la viande que nous mangeons. Et je pense que c'est un lien qui n'est pas forcément facile à accepter parce que ça viendrait remettre en cause beaucoup de choses dans notre psychologie et dans notre manière d'appréhender aussi le monde et puis sur tout ce qu'on a pu faire pendant des années.
et se dire, là, effectivement, on n'a peut-être pas agi au mieux. Bon, maintenant, comment on agit mieux? Et justement, donc, pour ceux qui veulent végétaliser leur alimentation, est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir particuliers? Alors, comme dans toute alimentation, il y a des manières effectivement de bien mener une alimentation, comme des mauvaises manières, mais ça qui est de la viande dans l'assiette ou pas, c'est un petit peu, c'est une des recommandations d'ailleurs de l'OMS, de dire d'arrêter de considérer que la viande doit être centrale dans un plat. C'est vraiment une recommandation qui est émise pour penser un petit peu autrement. Et après, effectivement, on se rend compte dans les études que le fait de consommer plus de légumineuses, ça serait déjà meilleur pour la santé. C'est quelque chose qui doit vraiment faire partie de notre alimentation. Tout ce qui va être effectivement le tofu, le seitan, des choses qui vont venir effectivement apporter beaucoup de protéines végétales qu'on appelle de qualité, parce que ça vient remplir effectivement l'assiette et un rôle physiologique, j'en reparlerai un petit peu après. Mais donc les légumineuses, il faut savoir que par exemple les végétariens et les végétaliens qui sont les personnes qui consomment plus de légumineuses dans la population française, on en consomme 6 à 7 fois plus que le reste de la population, ce qui nous place dans le bas des recommandations. C'est-à-dire les recommandations de légumineuses sont beaucoup plus hautes que ce que consomment les Français. Et même quand on végétalise l'alimentation, on se retrouve finalement à presque pas assez en manger. On en mange suffisamment, mais on pourrait faire un effort dessus. Après, c'est les céréales complètes, c'est effectivement des choses comme ça qui viennent compléter l'alimentation. Et il y a un petit point, alors souvent on entend parler effectivement des protéines, qui est un faux problème et qui est même, actuellement on assiste plutôt effectivement à un changement de paradigme, de dire que c'est plutôt les protéines végétales qui sont de meilleure qualité, parce que l'impact environnemental et l'impact sur la santé est meilleur. Et que les protéines végétales, on a tous les acides aminés dont on a besoin, donc c'est vraiment pas une inquiétude qui devrait être là. On entend souvent parler du fer. Pareil, dans nos pays, on va dire, où on a accès à une diversité alimentaire, le fer n'est pas un problème. En soi, on voit dans toutes les études qu'on ne manque pas plus de fer que le reste de la population qui consomme de la viande. Et il y a un vrai point d'intention qui est la vitamine B12. Quand on diminue notre consommation de viande et de produits laitiers, c'est effectivement important de se supplémenter en vitamine B12, mais finalement, comme on le fait avec l'iode, qu'on supplémente dans le sel, parce qu'à une époque où l'accès aux produits de la mer était plus compliqué, il y a plein de choses effectivement qui rentrent en ligne de compte. Et on supplémente en vitamine D très largement la population. Ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles on peut être assez à l'aise, d'autant plus que c'est une supplémentation où il n'y a pas de surdosage connu, et on monte à des valeurs très hautes, qui est facile à réaliser et qui est vraiment pas très cher. Ça peut revenir à moins de 4 € l'année, donc c'est pas quelque chose effectivement qui implique un coût important. Donc je pense que c'est des choses assez simples à mettre en place. Pour la petite histoire, il y avait une étude en 2003 de mémoire en France sur la supplémentation des farines en vitamine B12. Et ça avait été testé. Et on a contacté l'auteur du papier. Ils ont montré que ça marchait. Et puis, ça n'a pas été continué. Et lui, comme il nous expliquait, il est passé à autre chose. On lui a demandé de chercher autre chose. Il est allé chercher autre chose. Mais voilà, il y a des solutions qui existent et qui pourraient être mises en place assez facilement. Monsieur Schweitzer, vous avez écrit en 2020 « Faut-il arrêter de manger de la viande ?» Donc, qu'avez-vous répondu en fait dans ce livre? J'ai répondu que c'était un choix individuel et qu'il fallait respecter un choix comme l'autre. Par rapport au sujet qui nous concerne, j'avais exprimé l'idée que la charcuterie était un problème de santé publique, que la viande, dans des conditions raisonnables, à mes yeux, n'en est pas un. Et qu'au fond, les facteurs qui doivent conduire à limiter la consommation de viande, c'est l'éthique, le problème des animaux, et l'environnement. Et bon, pour ma part, au fond, depuis 2012, quelle conclusion j'ai tirée? J'ai divisé ma consommation de viande par 2, mais je dois dire que franchir l'étape suivante, je ne me vois pas le faire parce que, bon Dieu, ça fait partie non seulement de mes habitudes, mais des plaisirs de ma vie. Et je n'arrive pas à me résigner à les perdre entièrement. Il faut ajouter quand même que, au fond, le végétalien implique quand même une attention à l'équilibre de ce qu'on mange. Le végétarien, pas du tout. Mais le végétalien implique une attention à l'équilibre de ce qu'on mange. D'ailleurs, ce que Sébastien Demange a souligné. Voilà.
savez, cette affaire-là, si je ne vois pas un gouvernement prescrire des choses aux gens dans ce domaine, on peut mieux informer, et l'information aujourd'hui est très imparfaite là-dessus. Je peux dire sur le fait qu'il y a des bons substituts. On voit même tripoter de médecins, et j'en connais certains, qui vous expliquent que c'est très mauvais pour vous. Donc il faut aussi éduquer les médecins. D'ailleurs, si vous voulez dire quelque chose là-dessus. Alors tout à fait, alors, ça fait partie des freins que j'aurais pu aborder aussi, hein. C'est effectivement le peu de connaissances qu'on a dans le monde médical. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'ANSES, dont j'ai parlé un peu plus tôt, n'a pas encore édité ses recommandations pour les populations végétariennes et végétaliennes. C'est en cours, ça devrait bientôt sortir, ça a été retardé notamment par le Covid, enfin il y a plein de choses qui ont amené un petit peu de retard. Et suite à un travail de thèse d'un confrère, au sein de l'Observatoire national des alimentations végétales, on a édité un site qui s'appelle VGClick. Alors il faut savoir que les médecins, on a plein d'outils en clic, c'est-à-dire on a AntibioClick notamment sur les antibiotiques, enfin on a des aides. Mémoire un petit peu pour bien faire les choses. Et du coup, on édite et on met à jour un site qui s'appelle vgclick.com et qui permet en consultation assez rapidement à un médecin finalement de donner les bons conseils. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut supplémenter en vitamine B12, comment il faut le faire, qu'est-ce qu'on peut proposer, qui sont des choses un petit peu spécifiques. Encore une fois, hein, ça concerne assez peu de la population française, hein, finalement, et ça permet d'avoir des bons conseils et surtout qu'on arrête d'entendre que ça serait impossible d'un point de vue santé. Il y a effectivement des précautions à prendre, hein, mais encore une fois, comme toute alimentation, mais là c'est un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas l'habitude, c'est-à-dire que la société n'est pas construite autour de ces alimentations-là. Donc il y a des points d'attention à avoir. On a aussi fait une partie pour les patients pour que les gens puissent avoir des bonnes informations, des bonnes connaissances à ce sujet-là, parce que ça s'est prouvé de longue date, mais quand on dispose des bonnes informations, on fait les bonnes choses, quoi. Ça a l'air un peu simple comme ça, mais ça a vraiment été montré. Donc effectivement, c'est des choses qui permettent d'aider les consultations et peut-être effectivement qu'il y ait moins de difficultés dans cette relation-là. Moi, il faut savoir que j'ai fait ma thèse de médecine sur la relation médecin-patient au regard du végétarisme. Et ce que je montrais, c'est que quand on dit à quelqu'un, en tant que médecin, à un patient, qu'il faut manger de la viande pour être en bonne santé, ou qu'on perçoit une mauvaise réaction quand on dit qu'on est végétarien, ça nuit à la relation thérapeutique. Et on est amené après à cacher des symptômes pour ne pas entendre dire « oui, mais vous n'avez qu'à manger de la viande et vous n'aurez pas ce symptôme », ce qui est complètement en plus faux, quoi. C'est vraiment une idée reçue la plupart du temps. Et du coup, ça ne repose pas sur des données de la science. Donc nous, on a vraiment à cœur d'amener ces données scientifiques qu'on a depuis maintenant pas mal d'années, mais les traditions sont dures à changer. Et on parlait par exemple du plaisir. Le plaisir est un apprentissage. Et on peut aussi changer ce qui nous fait plaisir. Alors ça demande, hein, je ne dis pas que c'est facile et simple, hein, mais c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et voilà, ça nécessite effectivement de faire des efforts et puis de bien informer, et c'est ce qu'on s'évertue en tout cas à faire. Est-ce que L214 justement participe à ce travail d'information Oui, et puis je voudrais revenir sur un petit point, c'est qu'on a l'impression que l'alimentation normale, on va dire, celle qui est choisie, dans laquelle on est élevé, est une alimentation qui est naturellement bénéfique. Mais en fait, si on regarde, au niveau des premières causes de mortalité, les maladies cardiovasculaires sont très liées à notre alimentation. Donc on devrait aussi y veiller, je pense, être aussi actif dans sa nutrition que quand on passe à une alimentation plus végétale. Et je pense que c'est les mêmes problématiques. Après, il y a la question de l'habitude, il y a la question du plaisir, qui est effectivement quelque chose que moi, je peux témoigner, j'ai vécu. J'étais un gros mangeur de viande, j'adorais le goût de la viande. Et petit à petit, c'est vrai que quand j'ai pris une décision éthique de ne plus consommer de produits animaux, je me suis dit, je fais ce sacrifice. J'avais ce terme sacrifice en moi. Et je m'aperçois qu'après quelques temps, en fait, le goût on prend du plaisir à manger la nouvelle alimentation qu'on a adoptée de façon aussi intense et aussi jouissive, on va dire, que celle qu'on avait avant. C'est juste une déconstruction à faire et une habitude à changer. Sauf peut-être pour le fromage. Non, mais c'est vrai que le fromage, le gras et ce que la vache va sécréter dans le lait,
justement. C'est assez irrésistible. Ouais. Mais après, effectivement, il y a des substituts, il y a des alternatives aujourd'hui qui sont par rapport à ce goût umami, par exemple. Il y a des conseils. Alors, transition, on a un site qui s'appelle Vegan Pratique, où effectivement, qui est une des actions que mène L214 pour faciliter la végétalisation de l'alimentation, où on donne des conseils justement pour faire sa transition. Et il y a notamment cette question du goût des enzymes, c'est ça, de l'umami, qu'on retrouve un peu naturellement dans la viande, et qui est quelque chose qu'on peut retrouver, je sais pas, dans la sauce de soja par exemple, voilà, qu'on retrouve dans des aliments et qu'on peut comme ça retrouver des goûts qu'on avait l'habitude de consommer et qu'on peut trouver dans la nutrition végétale. Donc sur ce site Vegan Pratique, on a des recettes, on a des conseils sur la nutrition, des conseils, on a essayé de simplifier aussi pour que ce soit simple de consommer et rassurer aussi. Ça c'est très important, je pense qu'effectivement il y a les professionnels de santé aujourd'hui, les médecins qui sont très mal formés sur cette question de la nutrition. Enfin, je parle sous le contrôle de Sébastien, mais c'est ce qu'on m'a toujours dit, qu'il y avait très peu finalement d'heures de formation sur la nutrition, beaucoup sur l'allopathie, enfin, sur soigner des maladies, mais pas sur la prévention, moins sur la prévention. Alors que l'alimentation est quand même un facteur déterminant sur ce sujet-là. Et on a notamment un Veggie Challenge qui justement va accompagner les personnes qui veulent végétaliser leur alimentation. Pendant 21 jours, ils vont recevoir un email voilà, pour Monsieur Schweitzer, avec des conseils, et des éléments d'éthologie aussi pour la motivation, qui peut être intéressant, parce que c'est quand on prend un engagement et qu'on change son alimentation et qu'on sait pourquoi on le fait, c'est aussi très satisfaisant, quoi. Parce qu'on sait pourquoi on le fait et on est fier d'avoir dans notre assiette des aliments qui n'ont pas forcément impliqué la mise à mort d'un animal. C'est quelque chose de très... personnellement, ça a été très important dans la pérennisation de cette décision-là. Et on voit aussi, c'est vrai qu'on peut questionner sur la question de la naturalité d'un régime végétalien, parce qu'on dit bon, il faut se supplémenter en vitamine B12, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on voit que dans les élevages intensifs, on donne énormément de compléments alimentaires aux animaux, dont la vitamine B12. Nous, on voit quand on regarde des fiches de nutrition des animaux d'élevage, ils sont extrêmement complémentés. Et ce qui fait que quand on passe à un régime plus végétal ou totalement végétal, on est finalement beaucoup moins complémenté que la population qui a une alimentation, on va dire, normale, celle qu'on a aujourd'hui, qui est très récente, hein, d'ailleurs, la consommation de produits animaux au niveau qui sont atteints aujourd'hui, elle vient des années 70, où on a eu là dans les années 70 à fin 2000 un pic de consommation de produits animaux qui n'avait jamais été atteint. Depuis les années 50, on a multiplié par 5 notre consommation de viande, et dans le même temps, on a divisé par 5 notre consommation de légumineuses. Il y a vraiment une inversion qui s'est faite et qui est délétère clairement pour la santé. On parlait effectivement du nombre de morts, hein. Il y a le Eat-Lancet qui a édité il n'y a pas longtemps les causes de mortalité liées à la consommation de viande, et on est à 40 000 morts évitables par an liées à la surconsommation de viande. Donc c'est vrai que d'un point de vue santé, on a une tendance à confondre, mais aussi pour des raisons, encore une fois, sociales, hein, une alimentation normale avec une alimentation saine. Et c'est pour ça que je trouve vraiment ce rappel de l'OMS de dire qu'il faut arrêter de considérer que la viande est centrale dans l'assiette et essentielle en fait pour essayer de se détacher de cette idée-là. Et de se dire non, c'est pas parce qu'on a toujours mangé comme ça. Et puis pareil, comme vous dites, hein, le toujours, il est relatif quand même. Hein, il est très très relatif même. Et de dire, bah voilà, c'est du coup comme ça qu'il faudrait manger. C'est un peu plus compliqué que ça, finalement. Et sur le concept de une santé, on voit aussi que les intoxications alimentaires, c'est essentiellement des produits animaux, que les zoonoses sont très liées aujourd'hui, les nouvelles maladies sont très liées aux pathologies animales au départ. Et donc, si on regarde aussi d'une façon beaucoup plus globale, au niveau de la terme de santé, on a tout à gagner à aller sur une végétalisation. Que ce soit, on a discuté de l'environnement, bien sûr, de la question des animaux en premier lieu, mais sur la santé globale aussi. Et au niveau de l'association L214, on essaie aussi de sensibiliser les futurs chefs cuistots en allant faire une sensibilisation justement dans les écoles hôtelières pour montrer qu'on peut effectivement remplacer les produits animaux qu'on a l'habitude de cuisiner. Et on a des exemples aujourd'hui, hein, comme Alexis Gauthier, qui est un chef qui a fait ses classes avec Alain Ducasse, qui a appris vraiment tous les gestes classiques de la cuisine française,
qui est devenu végétalien, vegan par conviction éthique, qui a aujourd'hui un restaurant étoilé à Londres, le Gauthier Soho, et qui fait qu'une alimentation végétale. Et on a aussi une chaîne de boulangerie à Paris, qui s'appelle les Boulangeries Landemaine, avec Rodolphe Landemaine, qui a aussi végétalisé, enfin est en train de végétaliser ses boulangeries, parce qu'il a aussi, d'un point de vue éthique, considéré qu'il n'avait plus envie de cuisiner, enfin d'utiliser des produits d'origine animale. Et on voit qu'on arrive à faire des pâtisseries aussi bonnes et équivalentes à ce qu'on a l'habitude de manger en version végétale. Est-ce qu'en 20 secondes, vous avez un livre de référence ? En 20 secondes, oui. Alors, la meilleure façon de manger végétal. Alors, j'ai un petit parti pris parce que j'ai écrit la préface, mais ça ne me rapporte rien. Mais qui est un livre qui est assez récent, là, qui a été édité par 2 personnes qui sont, du coup, à l'Observatoire national de l'alimentation, des alimentations végétales, et qui reprend, en fait, effectivement, les grandes données sur comment végétaliser une alimentation, à quoi il faut faire attention. Qu'on veuille végétaliser un peu, beaucoup ou totalement l'alimentation, en fait, il y a à chaque fois des conseils adaptés et qui reposent vraiment sur les données de la science. Et je crois que c'est très important d'avoir un livre comme celui-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez des propos conclusifs, si l'un ou l'une d'entre vous a envie de conclure cette table ronde, sinon on le fera, mais si vous voulez le faire ou commencer, vous pouvez... Peut-être juste un mot. Quand même, dire que, vous savez, dans les courbes, souvent, il y a un moment de décollage. Et j'ai l'impression que sur la condition animale, on est à un moment de ce type. C'est-à-dire où le mouvement de l'opinion qui a eu lieu, qui est établi, est en train de devenir quelque chose qui produit des effets. Il peut y avoir des mouvements d'opinion qui ne produisent pas d'effets. Tout le monde est d'accord sur quelque chose, mais tout le monde dit son impuissance ou une certaine forme d'indifférence. Et j'ai l'impression que sur nos sujets, on sort de cette phase-là et on passe à une phase où l'opinion se traduit dans le progrès. Moi, ça me rend optimiste. Moi, je partage cet optimisme. Alors, d'une part, on a un constat au départ qui est qu'on est dans une période où on n'a jamais élevé, tué autant d'animaux qu'aujourd'hui. Donc voilà, le point de départ il est très, très, très sombre, très noir. Par contre, justement, dès qu'on gagne quelque chose, il n'y a pas un domaine où une réussite d'une campagne, une avancée a autant d'impact. Je pense qu'il n'y a pas un domaine où on peut espérer avoir autant d'impact sur la vie de milliards d'animaux. Rien qu'en France, on tue plus d'1 milliard d'animaux chaque année dans les abattoirs. Il suffit qu'effectivement on obtienne une avancée sur la réglementation sur l'élevage ou qu'on change les modes d'élevage, qu'on obtienne des engagements de supermarchés, d'acteurs de la restauration collective, comme des Sodexo, des choses comme ça, mais c'est tout de suite immense le bénéfice qu'on peut tirer. Et je pense qu'effectivement, les choses sont mûres et qu'il y a, idéologiquement, il faut d'abord avancer, prendre conscience de l'importance de la question animale, que c'est un problème sérieux, c'est ça qui est important, c'est pas juste une lubie comme ça, ou un petit sujet de côté. Il faut prendre la question animale au sérieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les scientifiques, au niveau de la conscience des animaux, des mammifères, des animaux marins, il y a les spécialistes du cerveau, aujourd'hui, sont d'accord pour dire que ces animaux-là ont les mêmes substrats biologiques qui leur permettent ressentir la souffrance, mais d'avoir cette conscience-là. Donc c'est une responsabilité qui est terrible, qui sont entre nos mains, mais on n'a jamais eu autant de considération pour la question des animaux aujourd'hui dans les débats publics, et à partir du moment où elle va se transformer en pratique dans des choses dures, parce que c'est ça qu'il faut aujourd'hui, des choses très concrètes. Quand on va avoir quand le fruit sera mûr, on n'aura plus qu'à le récolter et on va avoir des bénéfices incommensurables avec tout ce qu'on a pu vivre jusqu'ici. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette table ronde. Je l'ai trouvée très féconde. Alors, il y avait quelques points de divergence entre vous à certains moments, mais globalement, beaucoup de convergence en réalité, avec notamment l'idée qu'il y a beaucoup à faire pour les animaux. Et moi, ce qui me réjouit notamment, c'est qu'on peut faire une table ronde aussi sérieuse et qu'aujourd'hui, parler des animaux, ça n'est plus ridiculisé. Merci beaucoup. Merci.